bonsoir et bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée au 41e anniversaire du renouveau. C'était lundi dernier. À cette occasion, indique Cameroun Tribune, les 10 régions du Cameroun et même la diaspora ont vibré au rythme de l'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président de la République. À 41 ans de pouvoir, Paul Biya est aujourd'hui le chef de l'État qui détient le record de longévité à la tête d'un État après le président Théodoro Obiang-Nguema de Guinée équatoriale. Une longévité que certains attribuent au caractère énigmatique du personnage, ne laisse jamais deviner ce qu'il pense et prend tout le monde à contre-pied. C'est la sagesse, c'est la force de l'expérience, disent les militants du RDPC qui rappellent que Paul Biya a remporté toutes les élections présidentielles depuis 1982. Faux, rétorque-t-on dans l'opposition, si Paul Biya a pu rester 4 décennies au pouvoir, eh bien c'est grâce à la ruse, à la fourberie, à la roublardise, aux multiples entourloupes et surtout à la procrastination. Qu'en est-il exactement? Que peut-on encore attendre de lui pour emprunter à la grande une du journal Le Confidentiel? Les appels de part et d'autre pour un nouveau mandat en 2025 pour cet homme de 90 ans sont-ils sincères? Ou bien les signataires de ces motions de soutien jouent avec le président de la République, comme l'indique la grande une de Westeco? À l'Assemblée nationale, on joue à un jeu dangereux au cabinet du président de la Chambre basse, l'ancien directeur du cabinet, aurait tenté de faire annuler la décision de son limogeage en faisant diffuser un faux communiqué du PAN, du président de l'Assemblée nationale, sur les réseaux sociaux dans ce sens. La Chambre basse du Parlement, pour nombre d'observateurs, est pratiquement devenue une cour de récréation. Quand on ne joue pas avec les milliards, comme l'a révélé une commission ad hoc sur l'audit des fonds de la Chambre basse du Parlement, on joue avec les textes. Les dispositions pertinentes de l'article 57 alinéa 1 de la loi du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et autres entités publiques disposent que le projet de loi des finances est déposé au Parlement au plus tard 15 jours avant l'ouverture de la session budgétaire. Or, selon des sources rapportées par la Nouvelle Expression, à l'ouverture de la session budgétaire de novembre, vendredi dernier, eh bien, les députés n'avaient reçu ni le projet de loi des finances, ni la loi des règlements. Avec de tels manquements, peut-on examiner avec efficacité la loi des finances? Les députés disposeront-ils de suffisamment de temps pour déceler les subtilités et les lacunes contenues dans le projet de loi examiné? N'est-ce pas là un indicateur de l'emprise, pour ne pas dire de la dictature de l'exécutif sur le législatif? N'est-ce pas ce type de cafouillage, d'improvisation, d'absence d'anticipation qui explique les dysfonctionnements des institutions, parfois à l'origine des drames dans la République? Et puisqu'on parle de drame, le drame de Manfé, pour reprendre la grande une de l'émergence, ou mieux, le massacre de Manfé, pour emprunter à la grande une de Le Jour, plus de 30 civils ont été assassinés dans cette ville du sud-ouest du Cameroun dans la nuit de dimanche à lundi. L'attaque qui est survenue alors que les populations étaient plongées dans le sommeil et attribuée à des groupes séparatistes, des groupes terroristes qui écument la région. Le massacre survenu au matin du 6 novembre n'a pas empêché les compatriotes d'organiser la fête pour la célébration des 41 ans de pouvoir de Paul Biya et la Nouvelle Expression de parler de l'hypocrisie des indignations quand il y en a. Si pour certains la vie peut poursuivre son cours normal, pour ceux qui semblent s'émouvoir, eh bien cela ne va pas plus loin que ça. Sur le théâtre de la crise anglophone, écrit la Nouvelle Expression, les tueries les plus barbares se succèdent à chaque fois. C'est la clameur et un sentiment de révolte générale. Et après, on continue d'assister impuissant au torrent de sang qui ne cesse d'envahir le nord-ouest et le sud-ouest. Et pour combien de temps encore? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des Réponses de ce dimanche 12 novembre 2023 en direct de Douala sur le panel cette mi-journée. J'introduis tout d'abord Maître Désiré Sikati. Bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour également à tous les invités qui sont sur le plateau avec moi. Merci Maître d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes davantage convié
m'accueillir sur ce plateau sous la casquette de cadre voilà, du mouvement pour la naissance du Cameroun, puisque dans cette formation politique, vous vous exercez la fonction de secrétaire national aux droits de l'homme. Merci également à vous d'être venu, Maître Georges Teguin. Bonjour. Bonjour Duval, bonjour le panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs, merci de m'accueillir. Voilà, vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Aristide Mondo, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs. L'honneur est le mien d'être là présent pour cette autre partie des réflexions politiques, citoyennes et scientifiques. Et surtout, félicitations pour le prix que vous avez obtenu il y a une semaine. On a l'occasion de vous avoir sur ce plateau ce dimanche. On vous dit bravo pour votre prix de meilleur analyste politique, un prix décerné par Afrique Informe, acte 3. Bravo à Aristide Mono, bravo également à la grande maison Equinox, bravo à tous ceux-là qui m'accompagnent au quotidien, bravo particulier à tous les en bas qui donnent plus de sens à ce que nous faisons au quotidien. J'aimerais remercier les organisateurs de ces awards, Afrique Informe, parce qu'il est souvent important, au-delà des différentes polémiques, de pouvoir accompagner psychologiquement ceux qui se battent au quotidien, déjà pour produire des analyses un peu plus objectives et également essayer de secouer la République qui parfois est dans un sommeil incompréhensible, indescriptible au regard des différentes crises qui nous accablent. Et je pense que c'est un moment important pour nous d'appeler les intellectuels, les camarades de doctorants, d'investir le champ public, l'espace public, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les populations n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux différentes écritures, aux différentes productions scientifiques. La culture du livre, ce n'est pas notre monde. Le coût même de l'accès au livre est difficile. Alors, face à ce genre de situation, comment faire pour faire bénéficier aux multiples Camerounais, surtout par rapport à leur niveau d'études, par rapport à leur niveau de compréhension, tout ce que nous avons acquis dans les facultés. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours pensé qu'il est important que les intellectuels aillent auprès des masses pour partager avec elles ce qu'ils ont eu à cumuler dans les amphithéâtres. Donc voilà, je pense que ce n'est qu'un début parce que avec la grâce et un peu plus d'objectivité, d'ici là, nous pourrons accumuler jusqu'à 2, 3, 4 récompenses de ce genre. En tout cas, bon vent à Aristide Mono. Edmond Kanga, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fabiola, bonjour journaliste. Tout en saluant de manière cordiale, amicale et fraternelle nos millions de téléspectateurs fidèles, je voudrais ici et maintenant m'indigner face à la banalisation de la mort au Cameroun, face aux événements tragiques qui suivaient, dramatiques également, notamment dans le cas de la crise anglophone qui s'est transformée en guerre. Et quand je parle ainsi, je pense à Manfeu, ce qui s'est passé à Manfeu. Ces morts de trop, cette vingtaine de morts de trop, tués de manière horrible, parce que beaucoup sont morts à la suite des incendies d'une dizaine de maisons, calcinent dans leurs maisons. Femmes, enfants, vieillards, jeunes. Et quand de tels événements surviennent dans une nation, il est bon que le peuple et les autorités sachent qu'il est bon de réagir. Certes, heureusement, le chef de l'État finit par réagir, par en communiquer, mais il nous a manqué cette indignation collective que nous attendons du peuple camerounais et des populations. Et ce n'est pas le seul drame qui est survenu ces derniers temps. Il y a eu ce qui s'est passé à Bankolo, il y a eu d'autres morts dans d'autres localités du pays. On ne ressent pas cette indignation collective des Camerounais pour que cessent les drames, notamment l'insécurité liée aux crises sécuritaires. Parce que si le gouvernement avait pris à bras le corps, la crise anglophone qui s'est transformée en guerre depuis pratiquement 6-7 ans, je pense qu'on n'en serait pas là. Aujourd'hui, nous pleurons encore des morts de trop. Après ce qui s'est passé à Kumba, après ce qui s'est passé à Ngargou, voilà Manfeu. Et le caractère horrible
Tout se passe comme si le peuple était tétanisé, je ne sais pas quoi. Tout se passe comme si, à force de voir des drames naturels, des catastrophes naturelles, des accidents réguliers sur les voies publiques, sur des mauvaises routes, des drames qui surviennent à la suite des éboulements de terrain, des glissements de terrain. Tout se passe comme si tout cela, avec les inondations qui sont saisonnières, mais pour lesquelles le gouvernement n'apporte pas de réponses appropriées, tout se passe comme si, à force de vivre ça, les populations se disent, ça va arriver. La nouvelle expression cette semaine sur cette crise en rapport avec le massacre de Manfé, d'Ebeko, parle d'hypocrisie, des indignations. Sur le théâtre de la crise anglophone, dit le journal, les tueries les plus barbares se succèdent. Et à chaque fois, c'est la clameur et un sentiment de révolte générale. Les Camerounais continuent à assister impuissants au torrent de sang qui ne cesse d'envahir le Nozo. Oui. Et c'est pour cela que j'ai tout à l'heure exprimé mon indignation. Est-ce que c'est dû au fait que ces drames se multiplient finalement et on commence à s'y accommoder, ou bien il y a... Qu'est-ce qui peut justifier cette indignation? Je pense que par-dessus tout, c'est parce que au niveau de l'État, les autorités habilitées à réagir de manière rapide pour montrer le côté humain qu'ils ont vis-à-vis du peuple camerounais pour lequel ils ont reçu mandat, ne réagissent pas. Il y a ça. Il y a également le fait pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de ne pas vouloir rechercher des solutions durables aux crises qui surviennent au pays. On le voit, et je le redisais tout à l'heure, la crise anglophone n'aurait jamais pu connaître un tel aboutissement. La crise anglophone n'aurait jamais dû charrier son cortège de milliers de morts que nous connaissons aujourd'hui, avec près d'1 million de populations déplacées, avec tout ce que cela comporte comme des enfants, plusieurs centaines de milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés, ou dont la scolarisation est devenue difficile à estimer à cause des déplacements des populations. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Des jeunes, comme des plus jeunes, ils ne vont plus à l'école. Ils se livrent à des activités qui sont proches de la criminalité, s'ils ne sont pas encadrés. Parce que c'est encore des familles d'accueil dans les pays, au niveau des régions, des localités francophones où ils se retrouvent, qui essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais ce que l'État du Cameroun, le gouvernement fait, est largement insuffisant par rapport aux attentes. Sans oublier les réfugiés, par dizaines de milliers que nous avons au Nigeria, et dont on ne parle même plus. Et ce n'est pas de bonne augure. Ce d'autant que l'espoir que l'on avait vis-à-vis de la résolution de cette crise qui s'est transformée en guerre était la solution canadienne pour laquelle le gouvernement a pratiquement, à travers son porte-parole, démenti qu'il y a des discussions, des négociations qui se font quelque part. Ce n'est pas de bonne augure. C'est pour cela que je dis qu'il faut s'interroger sur le groupe non identifié qui a commis l'acte de Manfé. On ne sait pas encore qui ils sont. Certes, les autorités ont dit qu'une enquête est ouverte, mais j'ai bien peur. Beaucoup d'enquêtes ont été ouvertes dans ce pays. On n'a jamais eu des résultats. Maître Georges Teguem, au sujet de cette indignation, justement, il faut rappeler peut-être très rapidement les faits. Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, il y a des groupes armés qui ont attaqué le village, le quartier d'Ebeko, c'est dans le sud-ouest du Cameroun. Il y a des maisons qui ont été incendiées, il y a des gens qui ont été criblés de balles. C'est une horreur qui a retenu l'attention de toute la communauté nationale et même internationale. Certains ont d'ailleurs estimé qu'on n'avait pas, depuis Ngarbou ou encore Kouba, vu pareille horreur. Pourtant, on n'a pas le sentiment véritablement que les gens se sentent qu'il y a une sorte d'émotion. D'ailleurs, on se souvient que ce lundi, 6 novembre, date anniversaire du renouveau sur l'étendue du territoire national. Des compatriotes, je vais dire de votre formation politique, se sont livrés à des activités festives alors qu'on avait une trentaine de morts à Ebeko. Est-ce que ce n'est pas le sens de l'analyse que fait Edmond qui parle d'absence d'indignation? Merci de donner la parole. Je voudrais déjà faire observer qu'il faut peut-être que je joigne ma voix à celle de toutes ces personnes qui ont adressé leurs condoléances aux familles qui ont éprouvé. Peut-être que je joigne ma voix à tous ces Camerounais de bonne foi.
nécessite la participation de tous les citoyens, un sens c'est l'État, un sens patriotique et un sens l'amour du pays. Alors, il y a quelques personnes qui, malheureusement mal intentionnées, sont déterminées à détruire notre pays. Bon, vous voulez rattacher des événements qui n'ont pas, malheureusement, rien à voir en commun. L'événement, ou alors l'événement, la session du président de la République à la magistrature, c'est un événement préparé longtemps à l'avance. Alors l'événement est intervenu dans la nuit et probablement les autorités ont été informées. Mais la formation politique qui avait préparé l'anniversaire avait déjà mis en place toute la logistique. Donc on ne pouvait plus l'arrêter, même si on comprend les difficultés. Je ne serais peut-être pas d'accord avec M. Makangia qui dit que rien n'a été fait. Ou alors ça n'a pas été suffisamment fait. Si on prend la crise au départ, vous verrez bien qu'au départ, il y avait des revendications. Il y avait les actes uniformes OADA en anglais. Ça a été fait. Il y avait le fait qu'on disait qu'il y avait une INSET, École normale supérieure d'enseignement technique, dans la zone francophone et pas dans la zone anglophone. On en a créé à Kumba. Il y avait le problème des magistrats d'expression anglophone. On a créé une section spécialisée. Bref, il y a eu des réponses. Le gouvernement de la République a convoqué des réunions dans cette zone en présence des ministres en charge des questions d'éducation. Donc, il y a un effort qui a été fait pour régler cette crise. Simplement, comme dans tous les pays, je l'ai dit en commençant, je me souviens que le président François Hollande est au stade quand il y a eu l'affaire du Bataclan. Il y a des gens comme ça qui sont mal intentionnés, qui ont un esprit démoniaque, qui sont déshumanisés et qui décident de détruire un pays gratuitement. Vous avez beau être la situation de responsabilité, là, je ne serais pas d'accord avec M. Monod qui a fait un papier dessus lundi dernier, en trouvant toujours que la responsabilité, c'est du côté du gouvernement. Ou des gens du 6 novembre, comme il a l'habitude de le dire, je vais le féliciter parce que quand même il faut reconnaître qu'il écrit toutes les nuits comme il le fait pour le présenter le matin. C'est déjà un travail qu'il faut féliciter. Mais je trouve que dans la présentation des choses, il faut faire attention de ne pas tout faire indexer ceux qui sont en situation de responsabilité. Il faut, moi je pense que pour construire ce pays, parce que ce pays est le nôtre, nous avons le devoir de le construire. Et si nous voulons le construire, nous le construire ensemble. Et nous devons responsabiliser les gens. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec le RDPC auquel j'appartiens. C'est un système responsabilisant où on demande à chacun de participer à l'effort de construction. La participation suppose qu'on n'assiste pas à de tels événements où un matin on se lève, on décide de mettre le feu. Personne, j'ai dit personne, que ce soit le RDPC en situation de responsabilité ou n'importe qui, personne ne peut prévoir qu'un monsieur va se lever un matin et mettre le feu. Personne. C'est des gens qui se lèvent un matin, dépourvus d'armes à feu, et décident de mettre le feu pour tuer des compatriotes. Ce sont des comportements regrettables qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie, sans rendre responsables ceux qui sont en situation de gestion du pays, parce que même si vous gérez, même si vous avez la police, même si vous avez l'armée, il y aura des événements comme ça. Comme aux États-Unis, on se lève un matin, un enfant se lève et tue 10 enfants dans une école. Ce sont des événements regrettables dans les États. Il faut éviter de responsabiliser le gouvernement de la République qui a œuvré et qui continue à œuvrer pour un apaisement. Là, vous répondez à Edmond certainement sur la responsabilité de l'État. Mais moi, ma question était au niveau de l'indignation. Vous avez commencé à répondre, peut-être qu'il faut aller plus loin pour permettre aux compatriotes de mieux comprendre la situation où l'état d'esprit, ou du moins la position du RDPC par rapport à cela. Vous avez pris un exemple tout à l'heure, vous en avez donné quelques-uns, mais je vais rester sur le premier, vous avez cité le Bataclan. Je crois qu'on est le 13 novembre 2015 en France, c'est un match, et le président Hollande lui-même, il est dans le stade. Alors, quand vous comparez cette situation-là, par exemple à celle des Béco, est-ce que vous avez le sentiment que dans la gestion de la catastrophe, ou bien de ce drame, ça a été la même chose? On a bien vu avec le Bataclan qu'il y a eu une sorte d'émotion qui envahit toute la République française. On a vu un mouvement de personnalités dès les premières heures avec des cellules de crise qui ont été mises en place, entre autres. Est-ce que dans le cas des Béco, au-delà du communiqué du gouvernement, ou encore du texte que le président de la République a rendu public, vous avez le sentiment qu'il y a une manifestation d'une véritable indignation, comme ça a été le cas au Bataclan, pour ne prendre l'exemple? J'ai répondu à
qui prend la parole pour indexer un camp. L'indignation collective vient des influenceurs, les gens qui interviennent comme ce moment, doivent dire à ceux qui font ça que vous ne devez pas le faire, vous devez construire votre pays. Doivent dire à des gens comme Emmanuel que non, ce n'est pas un problème du gouvernement, c'est qu'il y a des gens qui ont un problème de formation, qui ont un déficit de culture de l'État, qui ont un déficit du sens de la participation à l'œuvre de construction de leur pays, et leur dit voilà, nous sommes indignés, vous ne devez pas le faire. Monsieur Monod a fait une chronique lundi dernier, parce que je l'écoute, j'ai eu l'occasion de le lui dire, où il a carrément, il s'est comporté comme si la responsabilité était simplement des gens du 6 novembre. Monsieur Duval, vous ne pouvez pas construire un pays si les gens ne participent pas à l'effort de construction du pays. On reviendra d'ailleurs sur le sujet tout à l'heure, parce que vous m'aviez dit qu'il y a la longévité du président Paul qui est à l'ordre du jour. C'est qu'il ne peut pas construire tout seul. S'il construit, c'est parce que les Camerounais participent, c'est parce que les Camerounais accompagnent. Vous voulez pacifier un réseau, vous prenez une série de mesures, vous mettez en place le CNDDR, vous mettez en place une série d'autorités, vous faites des lois, vous mettez la question à l'ordre du jour au Parlement, vous faites tout. Il y a des personnes qui se lèvent un matin et décident de mettre le feu. Alors il faut leur dire, vous êtes responsable de la situation que vous créez. Et c'est parfois peut-être difficile d'employer le mot terroriste, je n'ai pas envie de l'employer, mais parfois il faut aller jusqu'aux qualificatifs les plus extrêmes et leur rappeler le principe de l'imprescriptibilité en ce qui concerne les délits d'atteinte aux droits de l'homme. C'est important de le dire, c'est important de responsabiliser ces gens. C'est comme ça qu'on s'associe au président de la République qui a fait un communiqué, au gouvernement de la République qui a fait un communiqué, et à toutes les personnes qui doivent intervenir, non pas pour indexer un camp, mais pour faire qu'il y ait un chorus, comme je l'ai vu d'ailleurs, excusez-moi, je fais une digression en Espagne. En 1997, en Espagne, on a tué un jeune espagnol au Pays Basque qu'on appelait Michel Angel Garit. Mais le président, le premier ministre à l'époque, président du conseil ASNA, a réuni, il a dit demain à 16h, tout le monde dans la rue et silence absolu dans toutes les villes d'Espagne à 16h. Tout le monde s'est tué. Et les Basques ont bien compris qu'il fallait que cette affaire s'arrête. Donc moi je pense qu'il faut arrêter d'indexer un camp, il faut indexer les principaux responsables, je pense que le contrôle d'un avocat, même en matière de responsabilité personnelle individuelle. La responsabilité pénale n'est pas collective. Aristide Monod, peut-être que vous n'êtes pas répondre directement au développement que vous avez fait dans votre chronique. Bon, beaucoup n'ont pas écouté cette chronique sur ce plateau, mais la question qui me préoccupe, est-ce que vous comprenez que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a un massacre dans un quartier à Manfé, dans le sud-ouest. On a une trentaine de personnes qui sont tuées, soit par le feu, soit criblées de balles. Et que ce 6 novembre, les gens organisent des festivités. Maître Tegem m'a expliqué que le mouvement était déjà lancé. Je veux dire, les préparatifs, on était pratiquement au bout, donc on ne pouvait pas faire machine arrière. Est-ce que vous comprenez cette absence d'indignation? Est-ce qu'on aurait pas pu avoir une réaction différente, non seulement des tenants du pouvoir, mais également une indignation générale de la part des Camerounais? Est-ce que vous comprenez la situation? Tu vas faire quoi? Je pense qu'il est important d'interpeller mon ami maître Tegem pour que nous soyons tous honnêtes lorsqu'on va restituer certains faits, surtout sur une question aussi sensible. Je pense que la chronique relais est disponible sur plusieurs plateformes, des blogueurs qui nous accompagnent. Je vais citer comme ça Caméra de la rue Plus, qui au quotidien relaie des chroniques sur Facebook. Il y a également d'autres blogueurs qui les reprennent sur leur page YouTube. Ce que nous avons dit, s'il nous a bien écouté, c'est que cette barbarie est inadmissible. On l'a précisé à 2 reprises. Cette barbarie est inadmissible. Je pense que la nouvelle expression de Madi a repris cette chronique en texte. Nous avons dit qu'aucune cause ne saurait justifier une telle barbarie. Voilà ce que nous avons dit. Et Maître Tegem doit avoir l'honnêteté, ou alors faire preuve d'honnêteté en nous précisant à l'endroit des téléspectateurs, au lieu de faire comme si nous avons une position partiale sur la gestion de la crise anglophone. Nous avons également rappelé dans cette chronique qu'il y a des individus de part et d'autre, donc des différents protagonistes
que ce ne sont pas les forces de défense qui sont dans les brousses, ce sont les ambazoniens. Nous avons parlé de ceux qui tirent profit de la crise du côté de la diaspora. Je pense que ce n'est pas toujours les gens de 82. Nous avons parlé de ces autorités qui détournent l'argent de la gestion de cette crise et qui ne voudraient pas que cette crise s'arrête. Et nous avons conclu en disant, au demeurant, les populations du Nozo ont confié la responsabilité de la gestion de leur sécurité au président Paul Biya, à l'État du Cameroun et non aux Amazoniens. Alors, ceux qui sont responsables pour ce qui est de la protection de ces populations, surtout qu'elles se sont lancées dans la défense collective en apportant vos renseignements à nos autorités. Et d'ailleurs, si on s'en tient au communiqué de Mandela Center, il est précisé que ces populations ont été tuées parce qu'elles auraient apporté un soutien particulier à nos forces de défense. Et nous avons donc interpellé cet État sur son autisme face à ce que nous lui avons proposé jusqu'ici, à savoir un dialogue franc et inclusif qui permettra de dégager d'une manière claire les différentes positions des anglophones sur la gestion du problème anglophone. Mais si nous avons cette orientation avec votre permission, si nous maîtrisons d'une manière étanche ce que les anglophones, la communauté anglophone, qui entretient l'idée de marginalisation, je pense que nous aurons désormais une idée assez poussée de ce qui opère et de leur rationalité, de leur raison. Mais maintenant, sur la question de l'indignation, je prends par exemple Cameroun Tribune. Je prends Cameroun Tribune, qui demande fait une cruauté inqualifiable. Dans un communiqué signé le 7 novembre 2023 par le ministre de la Communication, le gouvernement dénonce une attaque lâche et barbare et indique que tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs. Par ailleurs, les condamnations se multiplient du côté de la classe politique et de la société civile à la suite de cette barbarie qui a fait une trentaine de morts dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a eu le communiqué du gouvernement, à travers le porte-parole du gouvernement. Il y a eu le télégramme du président de la République en rapport avec. Est-ce que pour vous ça suffit? Est-ce que pour vous c'est caractéristique de l'indignation qu'on devrait observer en pareille situation? Je pense que chacun de nous a la possibilité de faire un tour sur les pages Facebook de nos différentes autorités et aller faire la comptabilité des différentes indignations produites par ces autorités sur leur compte Facebook. À partir de là, on saura l'état d'esprit des uns et des autres. Mais que Tegen, par exemple, j'imagine qu'il est sur Facebook, que les téléspectateurs aillent sur sa page pour voir s'il s'est indigné officiellement et à quel moment il s'est indigné. Je rappelle que jusqu'à 19h, lorsqu'on commence, on démarre l'émission Equinox ce soir de lundi jusqu'à 19h16, alors on n'a pas le communiqué du MICOM. Or, c'est quelqu'un qui est assez improduit. Ça signifie que jusqu'à ce moment précis, on n'avait pas encore le communiqué. C'est lorsqu'ils sont interpellés sur le plateau que le communiqué est mis en circulation. Donc, probablement, ils avaient signé, ils avaient produit, mais ils n'avaient pas encore balancé le communiqué. Alors, comment se fait-il que 24 heures, pratiquement 24 heures après, c'est à ce moment-là que les gens pensent à produire un communiqué, alors qu'ailleurs, comme l'a précisé Maître Tegen, ailleurs, ça se passe de manière instantanée. Ça veut dire que c'est toute la nation qui est en ébullition. C'est toute la nation qui produit l'émotion nécessaire pour mobiliser et assurer psychologiquement les masses affectées. Mais chez nous, ça se produit 24 heures après. Il n'y a même pas un discours, je ne sais pas à quel moment le président de la République a produit un tweet pour marquer sa compassion, pour interpeller les protagonistes sur le terrain. Donc je pense que ce qu'on a produit, je ne sais pas s'il y a eu un breaking news au niveau de la CRTV, si la radio a arrêté à un moment donné ses programmes pour revenir sur cette actualité. C'est une actualité qui a été traitée de manière fade, aussi bien par les autorités que par la population camerounaise tout entière. Et je pense qu'aujourd'hui, cela trahit l'état d'esprit des uns et des autres vis-à-vis de cette crise. Première des choses,
on veut créer tout un silence autour de la crise pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a plus de problème dans le nozo et on refuse de communiquer dessus. Et d'ailleurs, en dehors des médias comme Equinox, en dehors des médias comme la Nouvelle Expression, il y a peu au Cameroun qui continue de faire le monitoring de cette crise. Allez donc savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce mutisme, pourquoi est-ce qu'il y a ce désengagement dans le traitement de cette actualité, dans le suivi de cette actualité. Deuxième élément, il y a la question même de la discrimination, de l'indifférence par rapport à la distance qui nous sépare psychologiquement des populations du Nozo. Il y a certains qui continuent de penser que ce sont les affaires des autres, c'est-à-dire des anglophones, c'est autre. La zone anglophone, c'est autre. On a entretenu la même idée dans le traitement de la crise de Boko Haram, où ici, dans le sud, les gens pensaient que c'était des projets régionalistes, pour reprendre les termes de M. Yeba ici et ses collègues de la Liquier, et pourtant, les nordistes étaient en train de payer le lourd tribut de cette crise, de ces attaques de Boko Haram. Donc il y a cette indifférence parce qu'on estime que, comme ça ne se passe pas à Yaoundé, comme ça ne se passe pas à Douala, comme ça ne se passe pas en zone francophone, on peut rester mieux, ils vont finir par se fatiguer et on aura finalement la solution. L'autre élément, c'est la honte même de l'État du Cameroun. Le gouvernement a honte, l'ordre de 82 a honte, parce qu'après avoir clamé haut et fort qu'il n'y avait plus de situation à risque dans la zone, on se retrouve avec pratiquement une trentaine de morts, une quarantaine de morts pour prendre le chiffre de Mandela Center. Alors aujourd'hui, il sera paradoxal de venir dire au peuple camerounais qu'il y a encore crise dans la zone, pourtant on vient de vivre, qu'il y a encore crise, pourtant ils ont tenu des propos qui laissaient l'impression qu'il n'y avait plus quelque chose dans ce sens-là. Et un élément important à relever, c'est la problématique même de l'implémentation, de l'opérationnalisation de la doctrine de la défense populaire. Vous ne pouvez pas demander à la population d'apporter un soutien considérable aux forces de défense et en retour, vous n'arrivez pas à assurer la sécurité de ces populations. Comment se fait-il que dans une zone pareille, on arrive à brûler, vivre comme ça, pratiquement 30 Camerounais, 40 Camerounais, tirer à bout portant sur ces Camerounais, sans qu'il y ait une intervention rapide, sans qu'il y ait même déjà une action préventive pour les protéger. Avec ce genre de situation, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore plus de collaboration de la population pour aider l'État du Cameroun à venir à bout de ce qui produisent la violence dans nos eaux? Pas facile. Donc il faut dire que c'est une situation, ma foi, qui commande un émoi national, aussi bien de la part des acteurs étatiques que de la part des acteurs non étatiques, les outsiders. Et deuxièmement, cela doit interpeller l'État du Cameroun. Appeler l'État du Cameroun, l'ordre de 82, à plus d'humanisme. Si vous avez tenté un traitement qui ne donne pas toujours, il faut essayer d'autres alternatives. M. Tegem a parlé tout à l'heure des efforts qui ont été faits par le gouvernement. Laissons ces efforts mesurés. Interrogeons les grandes lignes du grand dialogue national. Pourquoi le président de la République a passé la commande du grand dialogue national? C'était pour qu'on lui propose des solutions. On lui a proposé des solutions, même si c'était de manière impériale et autoritaire, de manière arbitraire, par la quasi-majorité des personnes qui étaient pratiquement pro-RDPC. Mais toujours est-il que dans les faits, on ne sent pas une appropriation effective de ces différentes solutions. Je vais prendre trois de ces solutions. Un seul exemple, et puis vous qu'on a voilà, deux. Le statut spécial. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous produire une évaluation réelle du statut spécial? Deuxième chose, il était question de prendre langue et attache avec les radicaux de la diaspora. Est-ce que cela a été fait? Non. Maître Désigné Sikati, est-ce que vous arrivez à comprendre cette absence d'indignation? Aristide Moulin expliquait tout à l'heure qu'il y a peut-être une sorte de volonté politique de pouvoir faire un blackout sur cette crise qu'on a présentée comme étant pratiquement terminée. Mais il y a également au niveau, est-ce qu'il ne faut pas interroger également l'attitude même de la population des Camerounais? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils commencent à s'accommoder de cette crise-là au point où cette indignation devient difficile à percevoir? Vous savez, Duval, j'imagine un compatriote qui est assis chez lui en train de regarder l'émission et qui se sent indexé parce que, bon, on lui reprochait
m'empêcherait de ne pas se sentir trop concerné par la crise anglophone. Bon, j'imagine aussi que chacun d'entre nous sur ce plateau peut se retrouver à la place de ce compatriote-là. Je ne voudrais pas anticiper pour dire quel serait le sentiment de la personne, mais j'ai l'impression que celui qui sera en train de regarder, à écouter ça, aurait l'impression qu'on est en train de dire des choses qu'il ne pense pas. Je pense que c'est pas concernant la crise anglophone, il ne s'agit pas du moins du côté des citoyens camerounais. Il ne s'agit pas d'un déficit d'indignation collective. Les Camerounais, pour la plupart, si vous faites un sondage élémentaire dans la rue, vous constaterez que la plupart des Camerounais sont pour un règlement négocié de la crise. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la structure qui a la capacité d'implémenter le règlement négocié de la crise, c'est le pouvoir politique. C'est le gouvernement, c'est le régime des Yaoundé. Donc, à partir du moment où vous avez un régime qui a opté pour l'action militaire, là où beaucoup auraient tenté autre chose, parce que ça fait quand même 7 ans que la guerre dans le Nozo est dure, 7 ans de guerre, d'action armée sans avoir un résultat, il me semble que les personnes, même les moins averties, auraient tenté autre chose. Et cette chose qu'il faut tenter, c'est le dialogue. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que les représentants du RDPC veulent continuellement donner l'impression que par le passé, il y a eu le grand dialogue national et que ce grand dialogue national n'a rien donné. Sauf que nous savons très bien que le grand dialogue national était une forme d'entrelot. Il s'agissait juste d'organiser une sorte de symposium sur le plan national afin de donner l'impression à la communauté nationale, du moins à ceux qui étaient pour un règlement négocié de la crise, ainsi que la communauté internationale, que l'État s'implique à travers un forum organisé avec les organisations de la société anglophone. Quand je parle des organisations de la société anglophone, il s'agit non seulement des groupes armés qui sont sur le terrain ici, il s'agit des organisations de la société civile anglophone, mais également de ceux qu'on peut qualifier de commanditaires des actions armées et qui essentiellement se retrouvent dans la diaspora anglophone. Donc on sait très bien que ces personnes n'ont pas été impliquées dans le règlement de la crise, dans le grand dialogue. Et à partir de ce moment, on peut comprendre que les résolutions du grand dialogue national ne peuvent pas interpeller ceux qui ne se sentent pas concernés. Voilà, donc ça c'est la première limite. Bon, maintenant, vous savez, quand vous écoutez les représentants du RDPC, pas seulement ceux qui parlent sur les plateaux de télévision, même les membres du gouvernement. D'ailleurs, je voudrais rappeler qu'à un certain moment, il y a eu comme une sorte de dissymphonie entre la position du Premier ministre qui avait préconisé un dialogue et la position du ministre de l'administration territoriale qui avait dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Donc, je suis persuadé que même à ce jour, il y a au sein du gouvernement camerounais, voilà, deux clans qui ne parviennent pas à s'entendre sur la stratégie efficace qu'il faudrait adopter pour mettre fin à cette guerre. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez au sein d'un régime un clan qui est jusqu'au boutiste de la guerre et qui semble prendre le dessus sur, bon, je dirais pas notre plan, un groupuscule qui voudrait régler l'affaire d'une façon politique, je dis et je répète, à partir du moment où le Premier ministre l'avait dit, voilà, on peut supposer que lui, il appartient à l'équipe, au groupuscule de personnes qui voudraient un règlement politique. Mais vous avez un clan qui veut aller en guerre jusqu'à la fin. Et ce clan ne semble pas très préoccupé par les conséquences dommageables en termes de destruction matérielle, en termes de mort sur le terrain. Voilà donc maintenant, une autre stratégie qui peut être mise sur pied pour expliquer cette posture-là, c'est la stratégie de la négation par la banalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on demande aux représentants du RDPC quel est leur sentiment sur ce qui s'est passé par exemple à EPKO, à Manfé, mais beaucoup vont vous dire non, bon voilà, vous savez, comme Maître Benguem l'a dit ici, il y a eu les attentats de Nice, il y a eu les attentats de Bataclan, il y a eu, bon, un peu pour banaliser, pour dire qu'en fait, il y a ça partout. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on vit le terrorisme. Sauf que le cas camerounais est un cas particulier en ce que, voilà, il s'agit quand même d'une guerre qui oppose les forces de défense du Cameroun, c'est-à-dire des personnes qui sont formées et qui sont engagées sur la base de l'honneur à défendre la nation, à défendre le territoire, et ces personnes-là sont opposées à d'autres compatriotes qui disent vouloir l'indépendance. Voilà, donc le Bataclan, c'est pas la même chose. Vous avez des groupes terroristes isolés qui décident, bon, vous avez des gens qui sont affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique qui vont sur le territoire français dire, bon, nous voulons engager, nous voulons que la société française change et que l'autre
notre façon de concevoir l'islam soit bien implémentée en France. En France, ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une guerre entre une faction de la population française et l'armée française. Donc prendre un exemple pareil, je pense que c'est inapproprié. Bon, maintenant, il faut quand même comprendre quelque chose. À la place de ce qu'on a appelé sur ce plateau l'indignation, le déficit d'indignation collective, moi je parlerais plutôt le manque d'indignation politique des représentants de l'État. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on est face à des représentants de l'État qui affichent une sorte d'hypocrisie, qui font semblant de compatir aux souffrances des populations anglophones, mais au fond, ça ne leur dit rien du tout. C'est clair, Aristide a dit que bon, il y a des gens qui tirent les marrons du feu de l'économie de la guerre. Ça, ce n'est pas faux. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait malheureusement. Bon, maintenant, l'autre question c'est comment est-ce qu'il faut faire pour sortir définitivement de cette situation-là? Tout le monde a dit, nous le savons tous, il faut organiser un véritable dialogue. Pas un dialogue comme celui qui avait été organisé avant, il faut organiser un dialogue inclusif. Et il faut que, enfin, les représentants de l'État du Cameroun se sentent concernés par les souffrances des populations anglophones. Parce que tout à l'heure, vous avez posé un problème. Vous vous êtes demandé comment ça se fait que le 6 novembre, les RDP sont en train de s'installer, alors que quelques heures auparavant, les populations de Rebecca se faisaient tuer. Les femmes, les enfants, les handicapés se faisaient tuer. Mais tout simplement parce que Maître Tegem a essayé de vous expliquer que bon, le processus d'organisation des festivités était lancé. Comme pour dire que quand ils ont déjà tiré le bouchon du Pétrus, ils vont le boire, même si tous les Camerounais se retrouvent sur le chemin de la mort. C'est ce qu'il est en train de dire. Un régime normal aurait dit, ok, les festivités sont annulées pour cause d'un deuil qui devrait avoir la vertu d'un deuil national. Bon, maintenant, je comprends que peut-être les villes des Camerounais ne signifient pas grand-chose aux yeux des représentants du RDPC, mais ce ne serait pas nouveau. Ce ne serait pas nouveau, pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut se rappeler que cette crise, elle a commencé pratiquement en 2016, fin 2016, les actions armées à la suite de la déclaration de guerre par M. Biya ont commencé en 2017. Nous en sommes rendus aujourd'hui à 2023, c'est-à-dire on est à 7 ans de conflit armé, et à chaque fois, on vous donne l'impression que la situation est en train de revenir à la normale. Sauf que je voudrais vous rappeler qu'en 2020, lorsqu'il y a eu le massacre de l'école modèle Francisca à Kumba, ben après ça, on nous a fait savoir que bon, la situation était revenue au calme et que bientôt les régions du nord-ouest, du sud-ouest allaient rentrer dans la même dynamique de paix que certaines régions du Cameroun. Donc, il dit certaines régions parce que l'extrême nord aussi est en proie à une vague d'insécurité, mais qui là ne dépend pas trop du bon vouloir des dirigeants du Cameroun parce qu'on a une force terroriste extérieure qui nous impose l'insécurité. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on est en 2023. Hier seulement, qui n'a pas suivi le ministre de l'administration territoriale se vanter dans les médias, disant que bon, voilà, la paix est en train de revenir et que l'armée est en train de vaincre les terroristes. Moi, je ne doute pas un seul instant du déficit de rapport de force entre les forces de défense et de sécurité et les groupes séparatistes et les groupes terroristes anglophones. Parce que c'est clair, ils ne peuvent pas faire face à l'armée. L'armée est plus forte. Mais j'ai toujours dit, si l'État, si les représentants de Yaoundé estiment qu'il faut opter pour des actions militaires, il va falloir mettre un militaire derrière chaque population, chaque citoyen qui vit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que quand vous demandez à des gens de collaborer avec l'armée pour dénoncer les terroristes, mais il faut avoir aussi les moyens d'assurer leur sécurité. Vous ne pouvez pas le dire, voilà, et par la suite les abandonner à eux-mêmes. Et vous et moi, nous savons tous qu'il n'est pas possible pour l'État du Cameroun d'assurer la sécurité personnelle de chaque citoyen qui vit en zone anglophone. À partir de ce moment-là, soit vous optez pour la stratégie du jusqu'au-boutisme de la guerre, avec pour conséquence que la guerre va s'éterniser, parce qu'à un certain moment, les groupes terroristes, se sentant faibles vis-à-vis de l'armée, vont choisir les stratégies d'embuscade. Et l'armée ne peut pas se retrouver partout à la fois. Je ne pense pas, on n'a pas besoin d'être stratège militaire pour dire ça. Ce qui se passe dans le nord-ouest aujourd'hui, ce n'est plus une guerre, c'est une guérilla. C'est-à-dire que vous avez des groupuscules terroristes qui souvent même sont mélangés à la population. Ce n'est pas une armée conventionnelle avec des treillis militaires et qui ferait d'eux des gens identifiables à visu.
ce sont des gens qui sont embusqués dans la population et qui écoutent ce que tout le monde dit. Parce que souvent, même ceux qui donnent du renseignement à l'armée sont près de ceux qui, en fait, travaillent pour les groupes séparatistes. Et c'est pourquoi je dis, la seule façon, le jour où on optera pour un règlement négocié de la crise anglophone, on aura l'avantage de mettre définitivement fin à la guerre parce que les groupes séparatistes qui auront donné leur accord, d'ailleurs, vous vous souvenez quand il y a eu l'offre de médiation canadienne, voilà, tous les groupes séparatistes dont les financiers sont dans la diaspora ont donné leur accord pour y participer. Il y a même le haut dirigeant américain, dont le nom m'échappe un peu, qui à un certain moment avait offert ses services pour être médiateur de la crise anglophone. Voilà, donc c'est pas, il ne faut pas donner l'impression aujourd'hui que, parce que passer le temps, c'est lamenter, c'est normal de se lamenter. Présenter, avoir de la compassion pour les populations anglophones, c'est normal. Mais la question principale, c'est comment faire pour que ça se reproduise plus. Parce que moi je crains, quand j'écoute le RDPC parler, c'est de vouloir amener les Camerounais à s'habituer à l'escalade, à banaliser la violence, à banaliser les morts dans le nord-ouest et le sud-ouest, et accepter la situation comme si c'était une situation vraiment hasardeuse ou bien une situation à laquelle le Cameroun ne peut pas faire face. On ne peut pas vivre avec la crise anglophone en permanence. Ça fait déjà 7 ans que c'est trop. Et quand vous allez partout dans le monde, lorsque vous voyez les États qui ont eu des conflits de cette nature avec des groupes indépendantistes, vous verrez que tous ces États-là, à un certain moment, ont privilégié la stratégie du dialogue. Il y en a partout. Vous avez ici, vous avez eu au Niger, en Afrique, vous avez eu la crise d'indépendantisme entre les Touaregs, les indépendantistes Touaregs et le gouvernement du Niger. Vous en avez eu au Sénégal avec la rébellion casamançaise. Mais partout, ce n'est pas l'action militaire qui a mis fin au conflit. Vous avez l'action de Tigre Tamoul. Voilà, en Asie. Il y en a plein de cas comme ça. Il y en a plein de cas comme ça. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en Éthiopie. Vous avez l'armée régulière qui se battait contre les groupes séparatistes. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous savez très bien que la guerre entre ces groupes-là en Éthiopie a commencé après la guerre au Cameroun. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu un règlement négocié parce que le dialogue entre les deux factions, sous la médiation de l'Afrique du Sud, a donné des bons résultats. Au point où aujourd'hui, au moment où je vous parle, les relations sont pratiquement normalisées entre le gouvernement éthiopien et les groupes indépendantistes du Tigré. Donc c'est la même chose qu'on demande au Cameroun. Ne faisons pas comme si demander au régime camerounais de négocier avec les séparatistes anglophones, c'est un crime de lèse-majesté. Quand j'entends les gens dire on ne négocie pas les gens qui ont pris les armes, mais à la fin vous pensez que la négociation c'est à quoi? Vous pensez qu'on négocie qu'avec des gens avec qui vous pouvez faire des embrassades sur la bouche? Le but de la négociation justement, c'est de permettre de dialoguer entre des factions qui a priori sont irréconciliables. Voilà. Merci Maître Zekati. Edmond Kangia, est-ce qu'il y a peut-être un volet qu'on ne prend peut-être pas très au sérieux et qu'il faut peut-être explorer? Est-ce que vous avez le sentiment que le président de la République a toutes les informations sur tout ce qui se passe dans le NOZO et sur les mécaniques qui sont mises en place? Je pose la question parce que vous avez un journal comme l'Indépendant. Je vous donne la grande ligne cette semaine. Paul Biya, la mystique du pouvoir. Après 41 ans passés à la tête de l'État, résistera-t-il à tous ces courtisans qui voteraient sur leurs privilèges, agitent l'illusion du pouvoir perpétuel? C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes autour du chef de l'État qui donnent un certain nombre d'informations qui peuvent être vraies ou fausses. D'ailleurs, on a vu que sur certains cas, le chef d'État s'est trompé avant de se ressaisir. Et à l'occasion justement de la célébration des 41 ans de pouvoir du président, on a bien vu qu'au lieu de se préoccuper par exemple du drame des Bécor, il y a des gens qui ont pensé plutôt à organiser la fête pour le chef de l'État et lui rappeler, n'est-ce pas, la nécessité qu'il y avait pour eux, ou peut-être pour le chef d'État, à reconduire un autre mandat à la tête de l'État. Ce que je voudrais dire ici, c'est que dans l'affaire de Manfait et de Bécor, une chose est certaine, le renseignement prévisionnel n'a pas manqué, a été inefficace, ou alors le gouvernement a échoué.
ou le ministère chargé de veiller à ce que le renseignement prévisionnel fonctionne n'a pas joué son rôle. Parce que si le renseignement prévisionnel avait été efficace, on n'en serait pas là où il y a eu une trentaine de morts, calcinés, tués, mitraillés, violés. Parce qu'on ne le dit pas assez, il y a eu des corps violés qu'on a retrouvés à la morgue. C'est pour vous dire qu'en réalité, quand vous me parlez de est-ce que le chef de l'État est au courant de toutes les informations, de la bonne information, de ceux qui sont censés la lui donner, j'ai le sentiment qu'il n'a pas toujours la bonne information. Il a souvent la bonne information, mais il n'a pas toujours la bonne information. Et beaucoup de faits sur le terrain nous ont démontré qu'il n'a pas toujours la bonne information. Un petit rappel, avant de revenir dans le sujet. La CAN que le Cameroun a organisée était censée organiser en 2019, qu'il a finalement organisé en janvier 2022, pratiquement. Il y a eu glissade. Il y a eu, n'est-ce pas, le mensonge d'État des ministres de la République qui ont été promus ministres d'État, qui ont été par la suite promus ministres d'État, ont trompé le chef de l'État, l'ont amené à dire que la CAN se jouera le jour dit, c'est-à-dire comme prévu en 2019. Et la CAN s'est jouée finalement 3 ans après. Et l'un des ministres de la République, que je ne vais pas citer, qui a été promu ministre d'État, a dit que la parole du chef de l'État est sacrée. Il est en confonction. Mais ils ont fait mentir le chef de l'État. C'est pour vous dire que le chef de l'État n'a pas toujours la bonne information. Mais Edmond, pour ceux qui ont travaillé avec le chef de l'État et qui ont fait des témoignages sur sa façon d'être et sa façon de faire, très souvent ils estiment qu'il a peut-être l'information, mais il prend tout son temps pour agir, pour prendre des mesures. Vous savez qu'il y a beaucoup de situations où on attend le chef de l'État et il ne réagit pas. Et beaucoup disent que c'est un personnage énigmatique qui justement ne laisse jamais deviner ce qu'il va prendre comme décision. Quelqu'un, en faisant le décompte, s'est rendu compte qu'en 40 ans de pouvoir, il a fait 37 gouvernements. Pourtant, on remarque que depuis plusieurs années maintenant, je crois depuis le début du mandat, le gouvernement n'a pas été changé. Tous les vendredis soirs, les gens attendent au journal de 17h qu'on nomme un nouveau gouvernement. Et ça dure comme ça. Et ça dure comme ça depuis plusieurs années. Est-ce que ce n'est pas ce caractère énigmatique, et là peut-être je sors des pécos, est-ce que ce n'est pas ce caractère énigmatique du personnage qui fait par exemple, qui peut justifier qu'aujourd'hui il soit le chef d'État qui détient la palme d'or en termes de longévité au pouvoir, justement après son frère Télo ou bien Guérin Bazogo de Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier que le président de la République soit là durant 4 décennies, malgré toutes les crises qui sont multipliées et qui auraient pu l'emporter, comme on l'a vu dans d'autres États? Moi, je pense que cela signifie qu'en réalité, il a travaillé à son maintien au pouvoir, d'année en année, depuis le 6 novembre 1982. Cela signifie qu'il a réussi à phagocyter une bonne partie de l'opposition en la ramenant au sein du pouvoir, notamment à travers plusieurs plateformes gouvernementales où on voit certains partis qui étaient hier dans l'opposition se retrouver dans le gouvernement. Et d'année en année, et de manière même plus récente, on voit encore au terme de certains congrès, des partis politiques qui hier étaient dans l'opposition dite radicale, s'acheminer lentement mais sûrement vers une nouvelle plateforme gouvernementale. On voit hier des leaders politiques qui étaient dans l'opposition, qui chassaient le lion, mais qui finissent par se rendre, c'est-à-dire que devenir des gibiers du lion. C'est-à-dire, je ne vais pas le citer aussi, c'est un homme politique, d'une formation politique, qui a chassé pendant longtemps le lion, mais finalement a rendu les armes auprès du lion pour dire vraiment, je deviens ta créature, je rentre dans mon ancien parti politique. Et vous pensez que ça fait honneur à la politique au Cameroun? Vous pensez que ça permet à l'opposition d'être respectée, d'être crédible? Non. Vous savez, il y a également, je parle de la responsabilité de l'opposition, parce qu'il y a des partis politiques et des leaders qui ne sont pas des modèles pour l'opposition, qui ne donnent pas l'impression qu'on aura demain une alternance crédible, pacifique, politique et démocratique dans ce pays. Et également la société civile, qui est divisée en deux camps. Il y a une société civile proche de l'opposition, il y a une société civile du pouvoir. Le pouvoir travaille à phagocyter la société civile
qui ne lui est pas proche. Je ne vais pas citer certaines associations de la société civile qui, d'année en année, se rapprochent du pouvoir parce que c'est un pouvoir qui est très fort dans la corruption. La corruption morale, la corruption financière, la corruption qui vous amène à changer d'attitude, de posture, qui du jour au lendemain, on voit une association qui critique le gouvernement, et par la suite, à des moments forts où on attend que certaines associations jouent le même rôle qu'ils ont joué des années de braise à ce jour, donne l'impression d'être neutre. Non, il n'y a pas de neutralité possible quand il y a l'oppression, quand il y a la dictature. Si vous êtes neutre dans une situation d'oppression, c'est que vous partagez, vous êtes complice de l'oppression et de la dictature. Et je paraphrase là Desmond Tutu, monsieur Desmond Tutu, qui l'avait dit, et ce grand homme qui avait présidé en Afrique du Sud une très grande commission vérité et réconciliation. Et je pense, comme tu le dis souvent, n'est-ce pas, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDA, qu'on finira pour résoudre définitivement les problèmes au Cameroun, que ce soit les crises politiques, les crises sécuritaires, comme ce qui arrive dans le Nozo, à passer par une véritable commission vérité-réconciliation, où des gens se parlent, où des bourreaux demandent pardon aux victimes ou aux familles des victimes, pour qu'on puisse se parler. Parce qu'il y a eu tellement d'aigreur. Il y a eu dans ce pays des actes qui ont été commis en 40 ans de pouvoir, 41 ans de pouvoir du président Biya, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on aura du mal. Si Paul Biya, demain, n'est plus, le Cameroun va se retrouver dans une situation chaotique. Et je ne suis pas sûr que c'est la Constitution qui va être respectée. C'est pour vous dire, Duval Fangwa, que l'influence présidentielle qui a fait l'objet d'une thèse d'un confrère qui dirige une grande institution qui m'a formé, ne sont pas une bonne chose, les silences présidentiels. Ainsi que l'indifférence présidentielle, ou le pourrissement lié au silence présidentiel. Parce que chaque fois qu'il y a silence présidentiel, chaque fois qu'il y a l'indifférence du pouvoir face à certains problèmes préoccupants de la nation, on assiste à ce qu'on appelle le pourrissement. Et le pourrissement fait le lit de beaucoup de choses dangereuses. Le pourrissement fait le lit aux profito-situationnistes. Et c'est le cas dans la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a ce que j'appelle les profito-situationnistes, c'est-à-dire ceux qui se délectent de ce que la guerre continue, que la guerre ne finisse pas dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, qui trouvent, qui se servent. Ils sont au sein du gouvernement, je ne vais pas les citer, vous les connaissez pour certains. Il y a également des extrémistes de part et d'autre. C'est-à-dire que parmi les donneurs d'ordre, des séparatistes, des extrémistes au sein du gouvernement, ou alliés au gouvernement, qui estiment que si cette guerre finit, ils ne vont pas trouver leur compte. Or, il faut trouver résolument une solution rapide, mais durable à la crise anglophone. Il faut un dialogue politique inclusif qui inclut les Camerounais de la diaspora, qui inclut les politico-militaires, qui inclut, n'ayons pas peur de le dire, des médiateurs. Et le Canada nous a offert cette possibilité d'être médiateur de cette crise, a réussi à approcher des donneurs d'ordre, à obtenir de leur accord pour discuter avec le gouvernement. Et je rappelle que le ministère des Relations extérieures du Cameroun est partenaire de cet accord que le ministre de la Communication a démenti en disant qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation au Canada. Et cette dichotomie, cet amalgame au sein du gouvernement sur la manière dont la crise qui s'est transformée en guerre du Nord-Ouest est menée, qui nous amène aujourd'hui à dire que le gouvernement, ce gouvernement, pour lequel le chef du gouvernement, qui est pourtant non passif, John Bouté, c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il est descendu sur le terrain, il parlait la main sur le cœur, et tout le monde croit, et pense qu'il est sincère. Mais il a au sein du même gouvernement des gens qui ne veulent pas de la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et nous pensions que pour arbitrer cet amalgame, cette incohésion gouvernementale, cette cacophonie gouvernementale, le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, qui a déclaré devant la tribune de l'ONU qu'il est le mendiant de la paix. Il a dit, je suis le mendiant de la paix. Un mendiant de la paix est prêt à se mettre à genoux, à recevoir, à discuter avec des hommes qui luttent en brousse, est prêt à discuter avec les gens qui donnent l'ordre de faire la guerre dans la brousse pour qu'il y ait la paix.
Parce que la volonté réelle de ceux qui dirigent le pays a concordé avec les bonnes volontés, les forces modérées, des groupes séparatistes, des groupes qui veulent la guerre. Et à travers une médiation menée par un pays ami comme le Canada ou par un autre pays qui pourrait être un pays africain, tout à l'heure, M. Sikati rappelait si bien comment la médiation sud-africaine a fait taire les armes, a permis d'avoir un cessez-le-feu, n'est-ce pas, en Éthiopie. Ce n'est pas impossible au Cameroun qu'un pays africain ou un pays ami comme le Canada, si on le laisse faire la véritable médiation avec les avantages, les atouts qu'il a aujourd'hui, avec le contact qu'il a pris avec les donneurs d'ordre, nous ne puissions pas arriver à un terme à cette guerre que nous connaissons dans le nord-ouest, sud-ouest, et qui fait tant de milliers de morts, non seulement parmi les populations civiles et ces groupes armés et autres, mais on a également, et on ne le dit jamais assez, de nombreuses familles au Cameroun qui ont des soldats, qui ont des policiers, qui meurent tous les jours dans le nord-ouest, sud-ouest. Vous voulez vous mettre là, essayez de vous mettre à la place de ces familles-là qui perdent leurs enfants, qui parfois après 6 mois de formation, un an de formation, on les envoie dans le Nozo, ils meurent assassinés, et parfois ils ne voient même pas les corps. Alors, Maître Georges Degem, Edmond Kamgia relève là un élément qui est présenté par beaucoup comme étant l'un des secrets de la longévité du couple lié au pouvoir. Et il peut avoir au sein d'un gouvernement des gens qui ne sont pas d'accord. Très souvent, le président de la République fait semblant de ne pas voir. Il laisse prospérer ce type de querelles internes et visiblement, ça lui permet, n'est-ce pas, de pouvoir maintenir son pouvoir. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, après 4 décennies, et malgré les multiples crises que le Cameroun a traversées, que le président réussisse toujours à tirer son épingle du jeu et à rester à la tête de cet État? Ça, c'est un homme qui à la fois il croit d'abord à son pays. Il croit d'abord à son pays, il croit à ses citoyens. C'est justement pour cela qu'il s'oppose ou alors ne convoque pas des étrangers pour régler les problèmes entre les partenaires. C'est un monsieur qui croit en son pays, croit en son peuple. Et il a mis en place un système responsabilisant. C'est pourquoi il a déconcentré. C'est pourquoi il a décentralisé. Le Cameroun d'avant, c'était pas cela. Je me souviens, au temps de Gaïdo, les maires étaient sous-préfets. Vous voyez qu'il a. Et le gouvernement provisoire au Cameroun, c'était le président de la République. Il est venu, il a décentralisé, il a confié le pouvoir au Cameroun. C'est bon. Je suis très d'accord avec M. Moulou, il a effectivement dit que rien ne peut justifier des massacres. Il a dit ce qui est vrai. Sauf que ce que moi j'ai trouvé, c'est sur moi de le dire, parce que je suis trouvé quand même dans son. Regardez les écoles. Peut-être sans se rendre compte, il accorde aux gens qui commettent des actes, des faits justificatifs, qui sont des causes d'exonération de responsabilité pénale. En disant que, par exemple, Lorsqu'on dit concrètement, on dit que le gouvernement n'a rien fait. L'État ne fait rien. Vous dites donc à ces gens c'est parce que ces gens ne font rien. j'ai parlé des efforts. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Le premier sujet, on l'a évacué. Là, c'est bon. On ne peut pas l'évacuer quand je n'ai pas répondu à certains points. Parce que les choses ont été dites. Il faut que je les remette avant de revenir effectivement sur la question. Lorsque vous prenez la parole, M. Monon, c'est votre droit. Vous êtes très brillant. Vous êtes un brillant juriste. D'ailleurs, je l'ai dit en commençant, faire des émissions tous les matins, et je vous écoute tous les matins, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Mais quand je mets mon transistor le matin, je vous écoute. Monsieur Monon, peut-être sans vous rendre compte, ce pays est le nôtre, monsieur Monon. Et votre devoir, vous, c'est de le construire. Et lorsqu'on parle de longévité, le président vient au pouvoir, vous faites partie de ceux pour qui il a travaillé pour que vous soyez formé. Vous êtes capacité, aujourd'hui, vous êtes docteur. C'est lui. Il a porté le pays. L'État du Cameroun ou c'est Paul Biya? Bon, monsieur Monon, je vais vous répondre. Donc, si ça avait été Edmond Kamgia à la tête de l'État, je ne serais pas docteur aujourd'hui. Monsieur Monon, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Dans ce cas, s'il y a crise quelque part, ne dites plus que c'est parce qu'il n'a rien fait. Monsieur Edmond Kamgia n'a donc pas le droit de dire ce qu'il disait tout à l'heure, que c'est le président Biya qui est responsable de ce qui arrive. Parce que les responsabilités, monsieur Monon, oui, il faut qu'on se mette d'accord. Les responsabilités, c'est que quand vous êtes en situation, parce que vous n'allez pas me dire que quand il y a eu la crise des enseignants, il n'a pas pris les décisions. C'est parce que justement il adresse la question que l'école reprend. Et on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Ah, vous savez pas repris? Vous n'êtes pas content de dire que votre enfant est le promoteur l'année dernière? C'est ça qu'il s'agit. Monsieur. Je suis sur le sujet. Oui, je me permettais de vous relancer. Je suis sur le sujet, maître.
aussi une sortie du président Amadou Ahidjo. C'est dans un communiqué de presse le 24 août 1983, donc un an après son départ du pouvoir. Il dit exactement ceci. C'est pour vous relancer sur le sujet. Je me suis trompé. Il parle du président Biya. Je me suis trompé. Le président Biya est faible, mais je ne savais pas qu'il était aussi fourbe et hypocrite. Qu'est-ce que vous en faites? Je ne peux pas répondre. C'est la démocratie. Chacun a son droit d'opinion. Vous me demandez de répondre à une opinion. Moi, je réponds aux opinions des uns et des autres. Ça me gêne lorsque ceux qui sont en capacité de participer à l'effort de construction disent des choses alors qu'ils ont des capacités de faire avancer le pays. Ça me gêne. Mais qu'un homme s'exprime comme il s'est exprimé en 83, mais M. Duval, c'est la démocratie. Il a le droit de s'exprimer. C'est simplement que s'il est sur Là, c'est sur la forme. c'est la démocratie. Maintenant, sur le fond, qu'est-ce que vous en dites? C'est la démocratie. Ce que je dis, c'est que lorsque quelqu'un travaille, et puis, il y a aussi une chose que M. Sikati a dit. Il dit que dans le pays des Blancs, la crise de Kaboul, la crise dans le pays des pays des Blancs. Non, bon, en Europe, je n'ai pas parlé de l'Europe. Bon, vous avez dit, j'ai pris le cas en France. L'Éthiopie aussi. Non, je prends un cas. Je prends un cas. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu les problèmes avec le Bataclan, l'attentat de Nice et le Pays Basque. Vous avez dit qu'au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Je vous signale que les Basques voulaient leur indépendance. Et c'est arrivé à un point où aucun joueur basque, y compris l'entraîneur Fernandez, ne pouvait pas entraîner les Si je dois revenir sur ce que j'ai dit, autre chose, l'émission va pas se terminer. Vous êtes hors sujet. vous êtes Le présentateur vous a dit que cette fois est tournée. Vous êtes toujours en train de l'interrompre parce que vous voulez laisser passer un message qui ne correspond pas à la réalité. Moi, quand je viens à la télévision, chez mon frère, aîné et formateur, je fais un effort d'être cohérent dans ma présentation des choses. Oui, à votre avis. Je fais un effort de rester sur ce qui doit être dit en situation de responsabilité pour le RDPC que je représente. Parce que le RDPC est en situation de responsabilité, c'est-à-dire qu'il a le devoir de conduire le destin de ce pays. Ça, c'est votre opinion. Mais c'est Sauf notre que votre devoir. opinion maintenant n'est pas contagieuse. Tout à fait. Alors, Mais c'est ce que je dis. Lorsque vous Donc, dites en situation de responsabilité, je prends des positions. Et dans ma prise de position, je fais un effort de construire quelque chose qui peut permettre au pays d'avancer. selon vous, On ne peut pas, M. Sikati, vous ne pouvez pas, en tout cas, moi je pense qu'on ne peut pas venir sur un plateau de télévision et des gens se lèvent un matin, brûlent, tuent, et on rend les autres responsables alors que tout le monde sait, vous le premier, que la responsabilité pénale est personnelle. c'est vous qui la sanction vous est individuelle. aux affaires judiciaires. Mais c'est le point qui est question. Les gens ne peuvent pas La tuer. responsabilité politique n'a rien à voir avec la responsabilité pénale. Les gens ne peuvent pas tuer. Vous êtes sur un truc maintenant, moi je vous ai pas interrompu. Les gens ne peuvent pas tuer. Les gens ne peuvent pas tuer et vous On parle de ils ont été politique pénale, on responsables. parle du tribunal. Mais permettez qu'il finisse, s'il vous plaît, puis qu'on avance. Mais il faut un effort de m'interrompre à tous les coups. Alors que chacun s'est exprimé là, Voilà, j'ai eu politique, trois politique, bonnes fois. tribunal. J'ai vu toi, mais monsieur, c'est pas parce qu'on est en politique qu'on oublie les termes juridiques. La politique aussi, c'est cela, la responsabilité des uns et des autres. Mais Sikati, confrère et formateur, vous croyez que si vous posez un acte délictueux parce que vous faites de la politique, vous ne répondez pas de vos actes? C'est hors sujet, c'est pas ça le sujet. Ouais, permettez qu'il fasse de son temps ce qu'il veut, et puis on passera à C'est autre les chose. grands démocrates. Ils disent qu'ils veulent le dialogue. Lui, il appartient à l'information politique qui a été convoqué à ce dialogue. C'est un dialogue sans condition. Vous avez posé des conditions. Vous faites partie de ceux qui ont détruit le dialogue. Et vous venez à la télévision vous expliquer. Parce qu'on se tait. On sait ce que vous faites. Le MRC a été convoqué au Grand Dialogue National. Pourquoi il n'est pas venu? Parce que c'était un dialogue qui était déjà là-bas. Ah, mais c'est parce que d'après vos conditions, Je vais vous dire ça. le dialogue, monsieur, Je ne suis pas d'accord avec votre on n'a pas convoqué quelqu'un. D'après les valeurs élémentaires d'un dialogue, c'était biaisé. Un dialogue doit être inclusif en situation de crise. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Bien. Duval, j'ai encore à avoir la parole ou pas? Vous vous souvenez ce que M. Biya, votre président, Non, c'est pas vous qui avez la parole. C'est pas vous qui avez la parole. J'ai la parole. Je relance tout à l'heure. Avant de vous relancer, laissez-moi répondre à chacun parce que j'ai vu sur un plateau de télévision. Chacun donne son opinion, comme moi d'ailleurs, mais les gens veulent imposer leur opinion en racontant exactement des histoires aux Camerounais qui n'ont rien à voir à la réalité. Ok, vous avez répondu. Il faut dire aux Camerounais que le président de la République, quand la crise est née, il a mis en place une série de mesures sur le plan administratif. Constatant que les mesures ne permettaient pas de régler la crise, il a dit
a participé de manière active à ce qu'il appelle lui l'échec du dialogue, qui pour nous, puisqu'aujourd'hui nous considérons que ce n'est pas un échec, parce que nous pensons que c'est un processus qui se poursuit par la mise en place sur le terrain de ce qu'on appelle l'independent mediator. Maintenant, sur la longévité, plus la longévité du président, on ne va pas rester toute la soirée. mais écoutez, vous m'avez peut-être vous avez la parole tout à l'heure là-dessus. Parce que le temps que je vous ai donné, c'était pour répondre à cette question. Alors, vous avez préféré rester sur le grand dialogue national. Je reviens à vous tout à l'heure. C'est 2 minutes. Non, je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure. Je donne la parole à Aristide Monod. Aristide Monod, beaucoup estiment que le président de la République se maintient au pouvoir depuis 4 décennies par les entourloupes et la procrastination. Il y a 2 ou 3 exemples qui prennent. On sait par exemple qu'il se présente, en tout cas on le présente comme un personnage énigmatique qui ne laisse jamais deviner ce qu'il pense. Vous vous souvenez, en 2007, il donne une interview chez France 24. Il est interviewé par Ulysse Dessé. Il dit les élections présidentielles au Cameroun sont certaines mais lointaines. La question qu'on lui a posée, c'est celle de savoir s'il sera candidat à l'élection présidentielle. La réponse, évidemment, ne donne aucune indication précise sur la question qu'on lui a posée. En 2022, je crois, au Palais de l'Unité, avec Emmanuel Macron, on lui pose à peu près la même question. Est-ce qu'il va être candidat? Il dit, quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Bon, je ne sais pas si dans la réponse, vous sentez effectivement qu'il a répondu ou pas. Alors, il y a dans ces éléments-là d'autres éléments. On remarque par exemple que, pour ceux qui parlent de la procrastination, on note par exemple qu'en 1984, il y a eu un coup d'État, on ne va pas revenir sur ce coup d'État-là, mais lorsque vous écoutez quelqu'un comme François-Marie de Borja Evembe, il vous dit, c'est vrai que c'est une opinion, que ce coup d'État était une fabrication pour procéder à une sorte d'épuration. On se souvient également qu'en 1991, et là je passe sous le contrôle d'Edmond Kamdia, alors que le vent de l'Est balayait tous les chefs d'État en Afrique, eh bien, il a pris la parole à la télévision, tout le monde s'attendait à ce qu'il annonce la mise en place d'une conférence nationale souveraine. Il a plutôt organisé une tripartite au terme de laquelle il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et qui devaient être matérialisées à travers une loi, notamment la loi fondamentale. Or, c'est seulement en 1996, donc 5 ans après la tripartite, qu'il y a eu une constitution. Et dans cette constitution, il y a un ensemble de dispositions qui ont été prises qui, jusqu'aujourd'hui, ne sont toujours pas implémentées. Je prends, par exemple, l'article 66 sur la déclaration des biens. Je ne vais pas revenir, j'ai 2 brillants avocats sur le plateau sur la question de la mise en place, par exemple, de la haute cour de justice, qui en réalité apparaît dans cette constitution, mais que personne ne voit exactement. Alors, est-ce que tout cela ne peut pas justifier que le président de la République use de subterfuge, certains parlent même de roublardise, donc finalement, d'entourloupe en entourloupe, de procrastination en procrastination, pour rester au pouvoir? Est-ce que c'est une thèse que vous validez? Je vais prendre quoi? Je vais d'abord revenir sur la crise de fond qui a été produit tout à l'heure par Edmond Kamgia, qui parlait de la position des Camerounais, de la position des intellectuels. Il convoquait la problématique de la neutralité. Et je pense que nous sommes sentis aussi interpellés parce qu'il y a certains qui estiment que de notre posture de politologue, nous devons faire des efforts d'équilibrer les choses. Est-ce que lorsque vous avez affaire à 2 voisins, un qui a la machette, l'autre qui n'a pas la machette, et le voisin en train de découper l'autre avec la machette, est-ce que vous pouvez trouver des circonstances atténuantes à celui qui est victime? Dans la position, par exemple, du professeur Fogui et de Bibou Nissak arbitrairement en prison, est-ce qu'un Camerounais raisonnable et humain peut trouver des circonstances pour dire que sur un plateau, je vais dire, ok, d'une part, tes antithèses et synthèses, d'une part, le président Biya a raison de les mettre en prison, d'une autre part, il n'a pas raison. Non, on doit être catégorique, ferme en disant qu'il est incompréhensible que sur des arguments fabriqués, on puisse comme ça mettre en difficulté les libertés d'un individu pendant 7 ans pour quelque chose qui ne saurait être justifié, et mettre en difficulté l'épouse de Bibou Nissak, qui est une jeune dame qui a encore de l'avenir devant elle, mais qui aujourd'hui est obligée de jouer le rôle de père et de mère pour nourrir les enfants de Bibou Nissak. Il
il faut le dire de manière ferme, sans ambiguïté. C'est pourquoi je déteste l'intellectualisme, c'est-à-dire les gens qui se cachent derrière leur posture de scientifiques professeurs agrégés pour dire, bon, nous on est modérés, on est la neutralité axiologique, ça ne vaut absolument rien lorsqu'on a des morts, des corps chauds devant nous. Deuxième élément du silence présidentiel, je pense que pour les jeunes doctorants et docteurs devraient dès à présent se pencher sur la question des silences présidentiels comme l'indifférence présidentielle. Ça peut être l'objet d'un projet d'étude et nous produire des articles là-dessus. Comment le silence présidentiel est synonyme de l'indifférence présidentielle. Maintenant, sur les astuces du président de la République. Bon, il a parlé de l'information du président de la République. Effectivement, le président de la République n'est pas informé. Il n'est pas suffisamment informé. Je vais vous prendre un cas simple. Lorsqu'il accorde de l'interview, je pense sur la crise de Boko Haram à l'aéroport de Simalem, il dit, nous avons déjà eu affaire par le passé à ce même Nigeria. Ça veut dire qu'il n'a fait pas une lecture même de la situation de Boko Haram. Donc pour lui, il assimilait Boko Haram au Nigeria. On peut encore retrouver cette interview sur YouTube. Il dit, nous avons eu par le passé affaire à ce même Nigeria. Pourtant, il a eu tout un rapport en 2010 produit par son ministre, Ahmad Wali, qui lui donne des précisions, des éléments sur Boko Haram. Mais comment se fait-il que 4 ans plus tard, le président de la République considère Boko Haram comme une affaire du Nigeria? Donc, sur ce point-là, je pense qu'il n'est pas informé et cela peut trahir une certaine, bon, pas lassitude, mais un certain laxisme. Le président n'aime pas trop se déployer, il aime commissionner les gens, il aime sous-traiter les choses et on ne sait pas ce qu'il fait finalement de son temps, ou c'est juste pour aller se balader en Bon-Méca, ou aller se reposer en Bon-Méca, ou aller se reposer à Genève. Mais si il reposer, ça veut dire qu'il travaille d'abord et puis se repose. Je ne sais pas si c'est après boulot, dans le sens de la République, où il a d'autres réflexions. Et pour ce qui est de Dion Gouti, si j'étais un proche de Dion Gouti, je lui dirais que la prochaine fois que vous aurez l'occasion de se retrouver à l'extérieur de ce pays, déposez vite votre démission et abandonnez ces gens. Parce qu'ils vont tuer finalement sa carrière. Il est là malgré lui, je suppose, au regard de ses positions assez progressistes sur la gestion de certaines situations. Je pense qu'il a un problème de frustration, un problème de complexe, parce que lorsqu'au-dessus d'un premier ministre, on peut mettre un individu qui lui donne des ordres, qui lui donne des instructions, et un premier ministre, il apprend certaines choses de son secrétaire. Ça veut dire que c'est monsieur Séraphin Fouda qui informe, qui dit au Premier ministre que le président a dit que, ou la présidence a dit que lui-même n'est pas au courant. Or, c'est lui qui devrait normalement informer tout ce beau monde. Donc, il y a un problème. Maintenant, pour ce qui est de l'entourloupe, il faut dire que le président de la République est un spécialiste de la duperie. C'est un spécialiste de la duperie. C'est pas mieux de dire ruche? Non, je ne sais pas, non, il aime duper. Le président aime duper. Je vais vous prendre, vous avez cité un bon nombre de cas. Je vais vous prendre d'autres. Vous avez la tripartite. Il était dit qu'après les réflexions, que le président de la République revienne auprès des congressistes pour qu'on valide finalement ce qui a été retenu. Qu'est-ce que le président a fait? Il a couru rapidement vers l'hémicycle. Et il a changé beaucoup de choses. Nous n'avons pas une nouvelle constitution en 1996. Nous avons la révision d'une ancienne constitution. Alors que nous avons eu toute une commission qui devait produire une nouvelle constitution, la commission OONA. Finalement, qu'est-ce que le président a fait? Il s'est rendu compte que cette constitution n'était pas conforme à son idéal de pouvoir perpétuel, d'éternisation au pouvoir. Il s'est rendu compte que la commission était allée très loin. N'ayant donc pas le temps de produire une nouvelle constitution, il a appelé toujours ces gars de la Bonne. Ils sont venus produire, ils sont venus réviser plutôt la constitution de 72. Il a dupé tout le monde. Prenez le cas de la décentralisation. Comment se fait-il qu'on produit une décentralisation à l'état pur? Après, pas créer les délégués de gouvernement. C'est ça? Oui. Voilà. Il pas créer, ça veut dire au-dessus des gens élus, on met les gens nommés. C'est toujours le président de la République. Allez lire la modification constitutionnelle de 2008. Le président de la République désosse, il désarme le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel qui ne devait pas avoir normalement des gens rééligibles, il les rend rééligibles pour que chacun rentre dans la compétition du clientélisme, pour qu'il soit réélu ou alors qu'il voit son bail renouvelé par le président de la République. Et regardez le grand dialogue national. Depuis 2016, on dit dialogue national, lorsqu'il se sent acculé, aussi bien par les forces internes que par les forces exogènes. Ça montre que le président de la République produit un dialogue et fait l'effort de désubstantialiser ce dialogue. Mais Christy Kati l'a relevé tout à l'heure. Ça ne répondait pas aux critères d'un dialogue en situation de conflit. On commence d'abord par les tractations. Avant de convoquer un grand dialogue, est-ce qu'il y a eu des tractations sur les termes même du grand dialogue, sur le casting même du personnel qui devait assister à ce grand dialogue? Mais que Teken a dit tout à l'heure que nous ne produisons pas des solutions. À l'occasion du grand dialogue, j'ai acheminé ma proposition à la primature. Mais je n'ai jamais été appelé, je ne sais pas si ça a été considéré, où je proposais un dialogue intra-anglophone assez franc. D'abord, ce grand dialogue-là entre les anglophones, entre les enfants anglophones, pour dégager les solutions et désigner leurs mandataires. Et cela allait donc permettre à l'État du Cameroun d'avoir un état d'esprit global et consensuel des anglophones avant d'engager donc le grand dialogue national. Ça n'a jamais été considéré. Donc le président de la République a puisé dans la ruse, a puisé dans la duperie pour se maintenir au pouvoir. Et je pense que son objectif à la tête de l'État, c'est de s'y maintenir. Parce que tout ce qu'il fait, regardez le paramétrage de la défense au Cameroun. Regardez, comparez un peu les effectifs de ceux qui sont pour la sécurité des populations et les effectifs de ceux qui sont pour la sécurité présidentielle. Vous allez vous rendre compte que ceux qui sont autour de la sécurité présidentielle, d'abord en termes salariales, ils sont bien traités. En termes d'effectifs, ils sont nombreux. Et maintenant, regardez nos différentes localités, donc des arrondissements où on envoie 2 policiers. Et ces policiers-là finissent déjà leur journée dans les bars. Et ces policiers-là sont mal entretenus, sont obligés de rentrer dans des opérations pas du tout conformes. Donc ça veut dire qu'on a sacrifié la sécurité des populations au profit de la sécurité du président de la République. Regardez Yaoundé, lorsque le président sort, il doit arriver en Simalène, ou il doit aller en Simalène. Vers 15 heures, on paralyse tout son itinéraire à partir de 8 heures. Et lorsque le président passe, on terrorise la population. On dirait que la population était en situation de guerre contre le président. Et il faut voir la facilité avec laquelle le président de la République arrive à brimer ses opposants. Il les brime, il les amène à la reddition, à l'autocensure. Il brime les fonctionnaires. Combien de fonctionnaires sont capables d'arriver sur un plateau et exprimer leur état d'esprit? Regardez les enseignants aujourd'hui. Ils sont obligés de rentrer dans une opération qui me semble un peu insidieuse. Parce qu'ils ont peur de s'exprimer, mais ça ne veut dire pas qu'ils sont d'accord avec le président. Le mouvement OTS aujourd'hui, ces enfants veulent s'exprimer, mais ils ont peur de la répression. Et cette répression a été déjà engagée par les sous-préfets, les gouverneurs et les préfets qui, d'une manière arbitraire, décident de mettre ces enfants en difficulté du point de vue salarial. Donc il faut dire que le président de la République a mis une technologie de conservation de pouvoir qui repose sur la duperie, qui repose sur la répression et qui repose également sur la corruption. Et moi, quand il a relevé ici, la stratégie de démantèlement de l'opposition à travers ces politiques clientélistes. Vous avez un monsieur comme Jean-Jacques Ekindi. Vous vous dites, je vais chasser le lion. Et vous créez même tout un parti politique. Et puis un jour comme ça, vous dites au Cameroun, vous dites à vos militants, restez d'abord avec, je m'en vais encore retirer avec le président et je vous rejoins après. Mais alors, comment les Camerounais vont nous faire confiance à cette opposition? Il a démantelé, regardez, tous les hommes qui étaient tués dans les médias. La société civile, les opposants qui étaient durs, qui disaient que non, Pinga Moscou, il doit partir. Aujourd'hui, ces gars viennent vous faire savoir que non. On s'est trompé et il est même important et opportun de demander pardon au président de la République pour avoir dit qu'il devait partir. Donc vous voyez qu'il y a toute une technologie qui a donc bénéficié de l'assentiment du pouvoir néocolonial. La France-Afrique, par exemple, a
la Chine qui viennent aujourd'hui apporter. Est-ce que vous avez déjà suivi la position de la Chine sur la crise anglophone? Pourtant, elle ne fait que gagner les marchés. Et cette Chine ne peut pas se mettre à dos le président de la République parce qu'elle sait que derrière, il y a les marchés juteux qu'elle gagne. Alors, Maître Désiré Sikati, lorsqu'on écoute le mouvement de Aristide Monod, il y a une question qui vient à l'esprit. Est-ce que finish, ce n'est pas le président de la République qui est suffisamment fort pour dérouter tous ceux qui tenteraient, n'est-ce pas, de prendre son pouvoir? Il met en place toute la mécanique et que peut-être en face, c'est ceux qui veulent de prendre son pouvoir qui n'arrivent pas à trouver les clés de déverrouillage. Duval, vous savez, la question que vous posez forcément semble un peu liée à la première thématique qui a été débattue. Je me souviens que lors d'un meeting du RDPC à Bafoussam, M. Paul Biya, président du RDPC, avait dit « Vous ne pouvez pas demander le dialogue et imposer les conditions du dialogue ». Comme pour dire que lorsqu'on organisait le grand dialogue national, il était anormal pour les représentants de l'État d'imposer unilatéralement les thématiques qui allaient être débattues pendant le grand dialogue. Vous vous souvenez que la question du fédéralisme n'avait pas été prise en compte. Je ne parlerai même pas de la question du séparatisme. Voilà, donc, comme vous dit Ahmed Tegen en 2 petites secondes, que, en fait, nous ne faisons que relever les insuffisances de ce grand dialogue national qu'ils ont eux-mêmes organisé. Ce qui est certain, c'est que nous avons toujours dit que la crise anglophone, à la fin, ne sera réglée que par la voie d'un dialogue entre Camerounais de façon exclusive. Et si M. Tegen, s'il a une bonne mémoire, il doit se souvenir que le président Kamto répète souvent dans les discours publics que lui, président de la République, en 6 mois, il a réglé la crise anglophone par le dialogue. Il a toujours dit, d'ailleurs. Maintenant, j'en viens à la question que vous avez posée. En fait, vous êtes en train de remettre en scène la question du vocable que vous avez utilisé, la procrastination. Parce qu'il faut le dire de façon simple, que les gens qui nous regardent comprennent. La procrastination, c'est cette tendance à remettre le jour à demain. Remettre à demain. Ce que vous dites que vous allez faire aujourd'hui, quand vous êtes incapable de faire, après vous dites que vous allez faire ça demain. Lorsque M. Biya a commencé son mandat après l'élection de 2011, il avait placé ce mandat sous le prisme du mandat des grandes réalisations. Mais lorsque vous évaluez tous les chantiers qui avaient été annoncés par le RDPC et son président, est supposé être exécutés entre 2011 et 2018, la quasi-totalité de ces chantiers ont été une véritable faillite. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le document de stratégie pour la croissance et l'emploi a été remplacé. Parce que si vous allez dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui date d'avant 2011, vous allez voir que toutes les infrastructures qui étaient prévues être réalisées jusqu'en 2018, pratiquement aucune n'a été réalisée. L'une de ces infrastructures-là, c'est l'autoroute Douala-Yaoundé. Donc, le régime a réussi la prouesse d'exécuter 60 km de route en 9 ans. Du jamais vu dans le monde. Ça, c'est un cas d'école. À côté de ça, parce que quand vous posez la question, je voudrais rappeler que lorsque M. Biya prend le pouvoir dans les conditions qu'on sait en 2018, il place cette fois-ci le mandat qui va arriver à échéance en 2025 sous le prisme du mandat des grandes ambitions, des grandes opportunités. Vous comprenez? On est parti des réalisations aux opportunités. Mais vous savez très bien que l'opportunité, c'est le rêve, c'est la chimère. Bon, maintenant, vous posez la question de savoir comment ça se fait que, malgré tout cela, ils parviennent à se maintenir au pouvoir. Moi, je vais poser le problème autrement. Supposons que le Cameroun tel qu'il se présente aujourd'hui, avec le même président, M. Biya, avec le même système, les mêmes infrastructures, le même bilan, supposons que le contexte électoral du Cameroun était déplacé, par exemple en Occident, aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que M. Biya gagnerait? Selon les valeurs démocratiques, qui veulent que les dirigeants politiques sont élus sur la base d'un bilan, Biya ne gagnerait pas. Il est
essuierait une défaite cuisante. Maintenant, la question c'est comment ça se fait que, alors que dans ce contexte, il n'aurait pas gagné dans un système démocratique fiable, comment ça se fait qu'il gagne au Cameroun? Mais la réponse est évidente. Ça veut dire qu'en fait, il gagne dans un système antidémocratique. Et c'est là où on rentre dans le concept des entourloupes. Parce qu'il y a l'entourloupe politique. On a parlé sur ce plateau de la question de la révision constitutionnelle, les questions liées à la tripartite de 91, où les résolutions ont été dévoyées. Et le contenu de la Constitution de 96 totalement dénaturé, selon la bonne volonté du régime. On a parlé de ça. Et même ça, malgré ça, la Constitution de 96 prévoyait un mandat de 7 ans renouvelable une fois. En 2008, M. Biya fait réviser la Constitution pour enlever le verrou de la limitation de mandat. Ça, c'est les stratégies de l'entourloupe. Maintenant, comment expliquer qu'on est à la tête du pays un régime roublard qui tripatouille la Constitution, qui est incapable d'avoir des rendements économiques dignes d'un État dont la population accepterait le bilan? Comment ça se fait que malgré ça, M. Biya se maintient au pouvoir? On a parlé des prisonniers politiques du MRC. Qui sont ceux qui les ont envoyés en prison? Le régime de M. Biya a transformé les forces de sécurité en une milice politique pour traquer les opposants les plus sincères. Quand je parle de traquer les opposants les plus sincères, c'est tout simplement, je le dis sur la base des faits, sur la base des éléments probants. Nos prisonniers politiques qui ont été interpellés, je ne dirais même pas qu'ils ont fait l'objet d'enquête. Ils ont fait l'objet de traitements inhumains, dégradants, durant des gardes à vue longues et totalement illégales. Où des propos haranguens, tribalistes ont été répétés. Comme pour vous dire qu'en fait, l'un des moyens qui a été choisi par le régime pour bien asseoir son autorité, c'est la division des Camerounais par le tribalisme. Vous allez voir que dans ce pays, chaque fois qu'il y a une crise qui se manifeste, une crise légitime, ça peut être une crise sociale, vous allez voir que le régime a toujours tendance à donner une connotation tribale à la crise. Connotation tribale parce qu'ils savent qu'il est incontestable que tous les Camerounais vivent les mêmes misères. Prenez la crise des enseignants, ODS. Et vous allez voir que les enseignants dont les carrières sont sabordées se retrouvent dans toutes les tribus du Cameroun. Mais vous verrez que lorsqu'il est question de se mettre ensemble pour impulser une dynamique collective de revendication, eh bien, de façon sous-marine, on essaie de soulever les gens en tenant compte de la fibre tribale. Et malheureusement, bon, c'est vrai que les Camerounais sont encore prisonniers de cette façon de voir. Ils n'ont pas encore réussi à transcender les divisions fondées sur l'ethnie pour se solidariser dans une stratégie de défense collective et légitime de leurs droits communs. Mais ça arrivera, pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, allez même dans la région du chef de l'État, ne vous fiez pas au discours public que les gens tiennent. Allez sur le terrain et discuter avec les gens. Les pensées commencent à s'émanciper. Les Camerounais commencent à comprendre qu'en fait, vous ne pouvez pas être solidaire de la même souffrance et vous diviser lorsqu'il est question de vous mettre ensemble pour revendiquer. Parce que quand je dis pour revendiquer, il ne s'agit pas d'engager un coup d'État. Il ne s'agit pas de renverser le régime, mais de dire non, ça ne peut pas marcher. Et ce processus, il est là. Quand vous regardez le Cameroun, moi, avant d'arriver ici, quand je suis parti de la maison, si vous regardez bien ma veste, elle n'aime pas repasser. Parce qu'il n'y avait pas la lumière. Oui, bon, à la télé, les gens pensent que c'est repassé, mais elle n'est pas repassée. Il n'y avait pas la lumière. Comment ça se fait que le Cameroun, qui a le quatrième potentiel hydroélectrique en Afrique, ne soit pas capable d'avoir de l'électricité normalement en dehors des saisons de pluie? C'est-à-dire qu'il faut miser sur la nature pour avoir de la crue, pour remplir les barrages. Et lorsque la saison sèche arrive, on n'a plus d'électricité. Et dans l'une de ces capitales. Comment ça se fait qu'un pays comme le Cameroun, un géant de l'Afrique centrale, lorsque vous lisez les projections économiques de toutes les structures internationales de qualité, il est dit que le Cameroun, en temps normal, devrait être parmi les 5 pays les plus développés d'Afrique.
Il est dit, que les structures le disent. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on se retrouve incapable d'avoir des routes normales? Incapable d'avoir des routes normales. Regardez, Douala, ça ressemble à quoi? Yaoundé aussi est entré dans la danse. Et je ne dirais pas, je ne parlerai pas des autres, des zones de province du Cameroun, où il n'y a pas de route depuis des années. Aller à Bekoko, partir de Bekoko pour Mbanga, avant c'était 45 minutes. Aujourd'hui, on mettait 3 heures. Comment ça se fait qu'on puisse avoir des dirigeants qui mettent sur pied un boulevard qui part du rond-point pour Bekoko, mais qui s'arrange à créer un entonnoir juste à Bekoko, alors qu'il aurait fallu continuer le boulevard jusqu'à Bekoko et faire un échangeur. Vous pensez que ce sont des dirigeants conscients? Et avec ça, ils se maintiennent au pouvoir. Mais ils ne se maintiennent pas parce que les Camerounais sont très contents. Organiser une élection au Cameroun, une élection transparente. Laissez même seulement les militants du RDPC voter. Le candidat de leur choix, Paul Biya ne gagnera pas. Alors, maître, vous avez fait... Paul Biya ne gagnera pas, je n'ai pas fini. Non, non, je voulais juste revenir sur un élément avant de laisser terminer, pour que cela ne crée pas de confusion dans les esprits. Quand vous avez parlé, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous avez dit, vous allez peut-être préciser. Vous avez semblé indiquer que les forces de défense et de sécurité ont été transformées en une sorte de milice politique. Non, je n'ai pas parlé des forces de défense. Ah, d'accord, voilà. J'ai parlé des éléments de la police. D'accord, ok. Des éléments des officiers de police judiciaire qui ont interpellé nos camarades politiques. D'accord. Oui, mais c'est évident. Ils le disent tous les jours. Pendant les enquêtes, quand vous avez un enquêteur qui vous reproche votre engagement politique en fonction de vos origines tribales. Ce que je dis est vérifiable. Donc, ça n'a rien à voir avec les militaires, avec l'armée. Bon, on n'a pas. Je dis dans le cadre de nos détenus qui sont en prison. Absolument. Oui. Voilà donc. Et je disais qu'en ce qui concerne le déficit infrastructurel, le déficit économique, le déficit sécuritaire du Cameroun, d'aucuns vous diront que non, le Cameroun a régressé parce qu'aujourd'hui on est 25, je ne sais pas, 27 millions. Alors qu'à l'époque, on était à 10 millions. C'est pourquoi peut-être dans les années 72, on avait les belles routes. Mais sauf qu'en même temps, vous avez des États en Afrique dont le seuil de la population augmente selon le même pourcentage que celui du Cameroun, qui sont en train d'accompagner cette augmentation de la population de la suffisance de l'augmentation des infrastructures. Ils construisent des infrastructures en tenant compte de la population. Allez au Rwanda. Vous ne saurez pas que c'est un pays qui a connu le génocide. Ça fait à peine 20 ans. Mais nous, regardez bien le Cameroun, on regresse sur tous les plans. Sur tous les plans. Il n'y a pas un seul secteur au Cameroun où nous pouvons nous vanter, où le régime peut se vanter d'être excellent. Alors, si ce n'est pas le cas, donnez-le-moi. Citez-le-moi. Alors, on va avancer. Maître Tegem, je vous rends la parole sur la question tout à l'heure, et puis on sort sur le dernier sujet avant de mettre un terme à l'émission concernant les secrets de la longévité du président de la République. Peut-être que les éléments qui ont été développés par les uns et les autres pourront vous inspirer. Vous avez sorti mon confrère informateur de quelque chose qu'il a dit. Il était suffisamment grave. Vous avez posé la question, vous avez dit ministre, il a dit. On n'a pas parlé de ministre. Bon, maintenant c'est réglé, vraiment. Très bien. C'est réglé. Et heureusement. Parce que je dis heureusement. C'est vérifiable. Hein? Je dis heureusement. Parce que je l'attendais dessus. Je dis qu'il avait dit. Vous savez, Duval, moi je vous dis une chose. Si on vous insulte Duval parce que vous êtes sage et vous changez, je vous dis Duval, tu changes parce qu'on t'a insulté, tu es sage. J'ai écouté le docteur Bono encore une fois. Parce que lui là, c'est un brillant sujet. Il y a des choses. Il a dit que les gens se sont réunis à Yaoundé, une tripartite convoquée par le président de la République. Ils ont pris des décisions. Il fallait les implémenter. Monsieur Mono, ces gens-là, c'était qui? La démocratie, c'est quoi, vous qui êtes un brillant politique? C'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. Est-ce qu'il est le peuple devant les congressistes? Excusez-moi, ces gens-là, ils ont quelle légitimité? On le dit les fonctionnaires. Maintenant, cher monsieur, je ne vous ai pas interrompu. C'est pas que vous êtes en train de m'interrompre. Non, je veux que vous n'avez pas des enfants qui répondent. Docteur Mono, vous savez, il y a un thème que vous employez très souvent, c'est Vox Populis, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Vous savez qui est la voix du peuple? C'est le président de la République, élu de la nation tout entière. Et justement, et ça c'est quelque chose que je note aussi, il y a beaucoup de gens qui, lorsque vous rencontrez quelqu'un, M. Mono, si vous faites votre clinique là pendant 62 ans, et que vous en revenez pas de votre dissertation sur M. Paris, 62 ans,
lorsqu'on a quelqu'un comme ça, on fait attention. Parce que c'est une expertise incontestée. Et lorsqu'on veut s'exprimer, on fait attention. Le président Biya, justement, c'est son intelligence qui le maintient là. La force de l'expérience. D'abord, l'intelligence, c'est de la force de l'expérience. L'intelligence, c'est quoi? C'est que, il dit, vous voulez qu'on commence le dialogue? Allons-y. Mais il dit, vous là, vous avez quelle légitimité? C'est pourquoi les décisions sont prises par ceux qui ont la légitimité. Parce que, effectivement, si vous donnez le pouvoir, M. Mono, et ça, vous le savez, à la bureaucratie va tuer la démocratie. M. Mono, un haut responsable de l'État, est irresponsable sur le plan politique. Vous croyez qu'un haut fonctionnaire, il s'assoit dans son bureau, il dit à partir de demain, taxe à la valeur ajoutée, 45%. Vous croyez que qui répond? C'est le président Biya qui a prévenu devant les Camerounais, on lui dit, attends, tu as mis 45%. C'est pourquoi la responsabilité, c'est au peuple. Et à l'élus du peuple, son représentant. Et le président Biya a compris. C'est pour ça, lorsqu'il prend des décisions, il se rassure toujours que, même s'il veut mettre en place des personnes, il faudrait bien que l'instance qui a la légitimité, que la démocratie l'emporte toujours. C'est pourquoi il fait le grand dialogue, et ensuite il fait la loi de 2019, parce que la loi est l'expression de la volonté nationale, c'est le Parlement. Parce que lorsqu'on parle de sécurité, de longévité, de longévité, je ne sais pas pourquoi longévité du président Biya, on oublie toujours que c'est le meilleur d'entre nous, parce qu'il est celui qui connaît ce pays mieux que chacun d'entre nous, pour avoir été là depuis 1962. Vous pensez que qui connaît la crise anglophone plus que lui? Vous croyez que qui connaît ce pays sur le plan administratif plus que lui, pour avoir fait 62 ans là où il est? Et sur le plateau de télévision, on parle de lui avec le dos de la cuillère, avec une certaine légèreté. Et tous les jours, il démontre que non, je sais où je vais. La preuve, c'est que vous parlez. Il reste silencieux. Monsieur Mounou, vous n'avez pas remarqué que lorsque vous êtes quelque part avec quelqu'un, il ne parle pas, vous avez envie qu'il parle. C'est que justement, quand il s'était intelligent, il y a des gens qui prient même Dieu. Le Seigneur demande peut-être à parler. Qu'est-ce qui s'est passé encore? encore? Mais Non, ça ne vient pas comme ça. Vous le dites, organiser les élections, il gagne. Ça veut dire qu'on l'approuve. Vous allez dire que j'ai entendu mon confrère informateur dire que si c'était en Europe, il ne gagnerait pas. Il a dit en Italie ou n'importe où. Mais il y a un gars qui est parti d'Europe, qui était un de leurs amis. J'ai fait un plateau avec lui ici le soir. Comment il s'appelait Kanda? Il m'a dit, dans mon propre bureau de vote, où il a gagné, il était là. Venu d'Europe, il est venu ici. Il était où? École publique, quoi, quelque chose à quoi? Il a dit, dans mon bureau de vote, pour il a gagné. Dans le reste, il y a un bureau de vote. C'est pour dire quoi? Pour dire que. Parce que le résultat d'une élection dépend d'un bureau de vote. Attendez. C'est un cas. C'est un cas que je peux prendre, parce que dans le mien, il a gagné. Alors, ce que je veux insinuer, Duval, c'est que lorsqu'on a fait un homme d'expérience, lorsqu'on a fait un homme d'expertise, parce qu'il dit que mon confrère est informateur, c'est que je sais qu'il y a des choses qu'il m'a dit et qui m'ont permis de gagner des procès. C'est l'expertise. L'expérience. C'est sa place. C'est ce que je veux dire. Le débat, c'est qu'on demande quels sont le secret de la longévité. J'explique que quelqu'un qui a la longévité, c'est la dictature, il n'y a pas deux choses. La dictature, c'est la démocratie. Parlons justement de démocratie. Lorsqu'on parle de démocratie, l'un des piliers, c'est la séparation stricte des pouvoirs. Et on a une illustration cette semaine de ce qu'effectivement, il y aura un problème au niveau de cette séparation stricte des pouvoirs. Vous savez que l'Assemblée nationale vient d'entamer ses travaux en session ordinaire, la session budgétaire de novembre. Et ils ont démarré les travaux sans avoir le projet de loi des finances. Pourtant, lorsqu'on parcourt les textes, notamment, je crois que c'est les dispositions de l'article 57 alinéa 1 de la loi de 2018 portant régime financier de l'État et autres entités publiques, le texte doit arriver aux députés 2 semaines avant l'ouverture de la session. Or, voilà les députés qui ont ouvert la session et la loi des finances est toujours pas arrivée. Et beaucoup estiment justement que c'est une forme d'emprise de l'exécutif qui prépare ce projet de loi sur le législatif qui doit travailler, adopter ce projet de loi. Qu'en dites-vous? Non, je vais vous dire, lisez exactement le texte. C'est arrivé à l'Assemblée, au bureau ou aux députés? Aux députés. C'est au bureau. Lisez le
ancien plénière, ça commence par le bureau. Non, la conférence des présidents voulait dire. Voilà. Qui prépare l'ordre du jour. Ça ne parle pas de l'ordre du jour de l'Assemblée, on parle du projet de loi que les députés doivent avoir pour travailler là-dessus en attendant que la séance, que l'ouverture de la séance. Ils ont eu le débat d'orientation budgétaire, vous avez déjà mis un aperçu au cours de la séance du mois de juin. Et puis deux, pour que le projet arrive au parlementaire, ça passe à un processus. Il y a un process. Non, je ne parle pas de procès, je parle de l'examen du texte. Est-ce que l'examen du texte, c'est le bureau qui décide du moment où ça va passer à l'examen? Donc, pour le moment, cette dissolution est bel et bien respectée. Écoutez, ne confondez pas. Parce que chacun de ne confondez pas le bureau et l'Assemblée, ou alors la séance plénière. C'est là où la confusion commence à naître. Non, excusez-moi. Non, moi, je vois le problème d'une autre façon. Vous voyez? Parce que je ne pense pas que la question sur laquelle nous devons faire débat, c'est ce que dit. Qu'est-ce que les. Oui, c'est pas la procédure. Le problème, c'est. C'est sur les implications. Non. Comprenez bien ce que je dis. Je dis, il y a un certain nombre de normes dont les valeurs sont mondialement reconnues au sein des assemblées. La question, c'est est-ce qu'il est normal qu'un député vienne débattre sur un projet de loi de finances sans connaître longtemps à l'avance son contenu? Parce que vous savez très bien qu'un député qui fait son travail de façon convenable, il a un cabinet parlementaire avec des experts sur toutes les questions liées au domaine d'activité du Parlement. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous mettez le projet de loi de finances à la disposition d'un député longtemps à l'avance, parce qu'aller par exemple en France, ce n'est pas seulement un mois, je pense que ça va être 3 mois. Ils prennent le temps de consulter leurs experts pour être assez productifs sur la qualité des textes qui sera adopté. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que M. Tegel, certainement le texte qu'ils ont taillé sur mesure, dit exactement ce qu'il est en train de dire. Oui. Mais le projet de loi de finances, y compris les annexes explicatives, est déposé au Parlement au plus tard 15 jours avant l'ouverture. Vous me saisissez pas. Vous me saisissez pas. Je dis, le projet de loi de finances est déposé au Parlement. Oui. Mais où est-ce qu'on a parlé des députés? C'est ça. On n'a pas parlé des députés. Alors que normalement, il devrait être écrit dans ce texte que le projet de loi est communiqué aux députés par tout moyen des sans trace, dans un délai assez raisonnable. Au moins 3 mois pour leur donner le temps de s'apaisantir. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a une stratégie du RDPC. Ça fait partie des moyens pour se mettre au pouvoir. Une stratégie pour transformer tous les organes de la République en organes de base du RDPC. Même le Parlement, les députés qui sont là, la plupart ne protestent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas élus, ils sont désignés. Au sein du RDPC, on dit l'année prochaine, c'est toi. Tous les députés qui ont levé la tête, tous les députés qui ont levé la tête au sein de l'Assemblée parlementaire, du moins les députés du RDPC, on les a chassés. Je ne dirais pas qu'on les a vus, on les a chassés. Vous comprenez? Regardez les Adamou Maudit et tout le reste, on les a chassés. Donc ça veut dire quoi? On veut les députés de complaisance, des députés qui viennent juste pour accepter. Et tout à l'heure, et c'est la même chose qui se fait dans tous les secteurs. Ça veut dire que, vous avez vu, ils ont annoncé, il y a un de ses collègues qui a annoncé que si le MRC gagne l'élection présidentielle, ils vont appeler à un coup d'État. C'est-à-dire qu'ils veulent transformer tous les organes de la République en structure de base du RDPC. On va faire les grands signes de côté à la régie, on va sortir l'émission. L'actualité à l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement cette affaire, c'est aussi au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Un texte a été lu qui déposait le directeur du cabinet. Après, on a vu circuler sur les réseaux sociaux un texte différent qui estimait que le président s'était trompé. Bref, c'est en rapport avec son tout-puissant directeur de cabinet qui est l'objet de controverses depuis quelques semaines maintenant. Je pense que c'est un acte de volontisme, parce qu'il est incompréhensible que dans un état où les gens sont ordonnés, où ils sont assez responsables, on se retrouve avec ce genre de cacophonie. C'est-à-dire qu'un individu, après avoir constaté que sa démission a été actée, que son limogeage a été acté, va fabriquer quelque chose dans des chaumières et faire circuler cela sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc imaginer le niveau de bassesse dans laquelle certains peuvent se trouver. Vous pouvez imaginer qu'en lieu et place des hommes d'État, parfois on peut avoir affaire à des voyous purs et simples. C'est un acte de voyoutisme. Et je pense que cela est la conséquence de la privatisation de nos institutions. Monsieur Kavaye Djibril a fait croire
aux uns et aux autres que le Parlement, c'était sa part de beefsteak, sa part à lui, que le président de la République avait déjà pris la présidence comme sa part de gâteau et que dans la redistribution de l'État seigneurial, lui, il serait comme ça le propriétaire du restaurant familial qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et il a donc inséré des individus qui ont commencé à développer ces mêmes logiques, croyant que c'est l'affaire de leurs frères, c'est l'affaire de leur père. Et aujourd'hui, lorsqu'ils sont surpris par la guerre déclenchée entre les acteurs intrasystème, parce qu'il faut aussi relever que ce limogeage est une conséquence du grand soir qui a débuté, où on essaye donc de commencer à couper certaines têtes. Et au regard des malversations à l'Assemblée nationale, avec ce coût de 2 milliards, avec également ce rapport qui a été publié par les questeurs, bon, en tout cas, c'est le discours de la commission, et vous vous rendez donc compte qu'aujourd'hui, il va falloir accélérer les choses. Et une fois, on avait rappelé sur ce plateau que cette sortie n'était pas anodine. C'est vrai, il y a des faits qui peuvent être vérifiés, mais toujours est-il que l'opportunité, le timing répond à un agenda particulier entre les différents acteurs intrasystèmes qui se sont lancés dans la succession après M. Biya. Et donc, en vient. Chers abonnés, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voyez donc, je vous laisse écouter ce grand reportage des grands professionnels, des grands analystes politiques, parce que vous savez, lorsque j'interprète souvent ces mêmes débats, peut-être que je ne me retrouve pas tellement au bon endroit pour dire les mots tels qu'elles sont ou pour dire les mots justes. Vous avez donc suivi le débat. Je ne fais que vous sensibiliser de nouveau avec tous ces débats. Et si vous me suivez, vous remarquez que tout ce que je dis convient à peu près. Nous sommes dans la même, je suis dans la même longueur d'onde que ces analystes politiques, professionnels. Et je vous remercie d'avoir suivi le débat. Et à très bientôt. Au revoir. Merci.